d'abord, merci à tous. C'est toujours un plaisir de faire des conférences au sein de Mensa, des conférences fermées et ouvertes, semi-ouvertes, semi-fermées, vous verrez en fonction. Dans lequel l'idée, c'est qu'on est sensible à certains sujets. Donc, ce ne sera pas forcément une continuation, donc il y aura peut-être un changement de phase par rapport à la précédente, mais l'idée c'est, on a défini à peu près les critères par rapport à l'intelligence extrême. Ici, on pourrait utiliser ces critères pour les appliquer au principe d'intelligence et aussi au problème de l'innovation qui va être traité de façon plus précise. Mais l'idée, c'est la condition sine qua non, en fait, c'est est-ce qu'on peut utiliser les deux en même temps. Alors, en fait, on a des gens qui sont, qu'on appelle des gens créatifs. Donc, les créatifs, je vais faire la phrase à l'envers, comme ça n'énervera pas. Donc il y a des gens qui sont intelligents et qui ne sont pas créatifs. Et il y a le contraire. Voilà. Donc, en fait, le pourcentage est quand même relativement faible. Pourquoi? Parce que faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle créativité dans le cadre de l'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir de la créativité totalement libre, mais tellement libre qu'elle n'est plus convergente. Donc elle est totalement divergente, ce qui fait qu'après c'est difficile de transposer. Donc on va voir par exemple une œuvre, par exemple d'un peintre, on va dire il est très créatif, et évidemment il n'y aura que ça, ce sera point, parce qu'on ne peut rien faire d'autre avec. Mais c'est une phase terminale, donc on en tient compte. Alors l'idée c'est quoi? C'est que c'est pareil en fait pour l'intelligence. Il y a des gens qui sont intelligents et puis on ne peut rien en faire d'autre. C'est-à-dire qu'ils sont juste intelligents. Vous allez me dire, c'est un paradoxe si on dit juste intelligent. Et en fait, ceux qui font partie de Mensa peuvent très bien comprendre ce que je veux dire. C'est que des fois, en fait, on a juste le critère, le potentiel, mais pas de réalisation. Donc, d'un seul coup, on a le problème entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a une intersection, c'est-à-dire un espace où on a de la création avec de l'intelligence, et après avec un changement de phase, donc de l'innovation. Donc au départ, pour se rendre compte des problèmes de l'innovation, ce n'est pas juste un brevet. Donc il y a énormément de brevets dans le monde. Les brevets, il y en a plein qui en font pour dire qu'ils en ont fait. Heureusement, il y en a qui en font moins pour dire qu'ils n'en ont pas fait et qu'ils ont fait des innovations. Et puis il y a aussi l'aspect exploratif, à savoir donc les découvertes et les inventions. Donc, pour ne pas avoir de problème sur pourquoi prendre lui et pas l'autre, donc on va parler d'Archimède. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Jamais personne ne dira que Archimède n'était pas intelligent ou n'était pas créatif. C'est difficile. Et puis ensuite, on va prendre celui qui s'est servi d'Archimède comme modèle, c'est Léonard de Vinci. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir la différence temporelle, bien sûr, après le problème du modèle. Alors, on est dans un cadre plutôt homo universalis, hein, donc en plus c'est une intelligence à spectre large. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est pas simplement dans un domaine, c'est pas simplement pointu comme on dirait maintenant, à savoir un domaine de spécialisation où hors contexte de spécialisation la personne ne peut rien dire d'autre. Donc vous vous rappelez du critère d'Einstein qui disait que hors spécialisation, en fait, on a l'intelligence de quelqu'un qui a 18 ans. Donc si vous êtes à 18 ans, ça tombe bien. Si vous êtes plus âgé, c'est gênant. Si vous êtes très très âgé, ça peut être bien. Donc l'idée ici, c'est de prendre des cas donc, traités extrêmes avec un large spectre. Alors pas forcément spécifique au sens réel, c'est-à-dire que ce qui se passe autour d'Archimède et autour de Léonard de Vinci, des fois, c'est pas forcément clair. C'est-à-dire qu'en fait, on a une limite entre ce qui est connu, ce qui est attesté, ce qui est supposé. Mais nous, on va faire ici, dans ce cadre de cette conférence, une sorte de sphère archimédienne et de sphère léonardienne. Donc, c'est pas très grave si c'est pas d'eux-mêmes et c'est par exemple de leurs élèves, d'accord? Mais l'idée, c'est pas d'enlever une propriété. Donc je suis plutôt du principe, surtout pour la justice, je préfère libérer un coupable que condamner un innocent. Vous voyez, d'autres systèmes préfèrent le contraire. Donc je préfère utiliser une propriété d'Archimède ou de Léonard de Vinci, et après peut-être dans 50 ans on nous dira que
c'était pas tout à fait lui, c'était son élève bien aimé, machin, qui avait fait ça, c'est pas grave. Donc ça sera le même cadre. Pour vous rendre compte de façon plus concrète de ce que je veux dire, il y a des gens qui disent que Socrate n'existe pas, et qui disent que tout a été inventé par Platon. Et donc moi, je fais un isomorphisme de Sidis et je dis que ce qui a été inventé par Platon s'appelle Socrate. Donc ça ne pose pas de problème. Si vous voulez qu'on l'appelle Socrate, on l'appellera Socrate. Si vous voulez qu'on l'appelle pas Socrate, on l'appellera invention. Mais en fait, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc si on n'a pas accès à la différence, on ne voit pas. Donc, l'innovation, il faut bien se rendre compte que maintenant, c'est plutôt à la mode. Enfin, on va dire que l'intelligence aussi, c'est à la mode, hein, mais c'est tellement à la mode qu'on met de l'intelligence dans les machines à laver, dans les voitures, mais en France, on évite dans les humains. Donc, dans les autres cas, c'est pas gênant. Parce que si vous avez une voiture qui s'appelle Smart, vous pouvez même être con et la conduire. Vous voyez, c'est pas gênant. Alors on pourrait se dire qu'il devrait y avoir un critère. Et il n'y en a pas. Donc, en réalité, c'est pareil pour l'innovation. On aime bien dire quelque chose d'innovant, et en fait, quand on regarde, ben, c'est pas très innovant. Alors moi, je vais prendre comme modèle donc Archimède et Léonard de Vinci. Sur la même page de Léonard de Vinci, on peut trouver une invention, une copie et une modification. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas du tout le critère que nous, on dit « Ah, il faut à tout prix que ça soit innovant, ça ne ressemble à rien du tout ». En fait, sur la même page, vous pouvez voir une copie d'un manuscrit allemand, juste à côté, dans un tout petit coin, une invention qui est mise au même niveau, sans se faire aucune différence axiologique. Et en même temps, on peut faire une étude avec une amélioration d'un objet qui existe, qu'on veut améliorer. Je vais vous donner un exemple concret de ce que je veux dire par là. Le Rubik's Cube est quelque chose en soi qui existe. On peut faire une amélioration, entre guillemets, et le faire en fait avec 4, au lieu de le faire avec 3. Mais en fait, c'est une généralisation qui est conservatrice dans le sens qu'elle n'invente pas quelque chose de plus. Donc la plupart des gens, ceux qui savent résoudre le problème du Rubik's Cube, ben, rapidement ils savent résoudre l'autre aussi parce que c'est à peu près du même genre. Et c'est pour ça que ça a eu moins de succès. Bon. Donc là, la différence est de cette forme. Donc pour Archimède, ce qui est assez intéressant, Archimède, il est un clivage dans le cadre de l'Antiquité grecque. Vous savez, on dit souvent que les Grecs étaient très théoriciens, c'est absolument vrai, mais on oublie de dire que certains ne l'étaient pas. Et donc en fait, Archimède, lui, il n'avait pas de problème, il faisait dans les deux. Donc il était aussi bien dans l'aspect pratique, entre guillemets, alors attention, hein, ne vous leurrez pas, ce que j'appelle l'aspect pratique chez Archimède, c'est quand même assez abstrait pour le commun des mortels. Donc c'est inutilisable. C'est pareil en fait pour Léonard de Vinci. N'oubliez pas que Léonard de Vinci était ingénieur en bâtiment militaire, il n'a pas construit un seul. Parce qu'évidemment, jamais personne ne lui a demandé d'en construire. Par contre, on lui demandait de trouver des conseils pour rectifier les problèmes sur ceux qui étaient déjà existants. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire l'aspect pratique, ça va être plutôt un formalisme qui va se dégager de ce qu'on appelle à l'époque la règle et le compas. Donc la règle et le compas, c'était des choses tout à fait caractéristiques pour dire qu'il était constructible. Si on utilisait un autre instrument, il n'appartenait pas à la même définition. Donc vous vous rappelez en fait qu'on avait des grands problèmes dans l'Antiquité, en tout cas les mathématiciens, on n'avait pas de problème d'avion, c'est la duplication du cube, la trichotomie de l'angle et la quadrature du cercle. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés à ces problèmes, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas résolubles, et ça a été démontré. Donc, ce n'est pas la peine de vous intéresser maintenant, c'est simplement pour la culture. Mais la différence avec les autres, c'est la chose suivante. Si quelqu'un s'intéresse à ça, à l'époque, on pensait qu'il pouvait le résoudre. Alors, le premier changement de phase qu'on peut trouver dans l'aspect innovant, c'est que Archimède fait partie des gens qui se posaient la question si c'était résoluble ou pas. Vous allez me dire maintenant, c'est évident, on se pose ce genre de questions. C'est tellement évident en fait qu'on a répondu à cette question au 19e siècle. Vous voyez, il y a cette date. Bon. Donc, c'est très difficile, même pour un cerveau assez évolué, de se rendre compte qu'il est face à un problème qui n'a pas de solution. D'accord ?
Donc pour vous aider, donner un exemple concret, Niels Havel, la résolution des équations du 5e degré, au départ tout le monde cherchait à les trouver, finalement il pense les avoir trouvées, il s'était trompé, il a créé des fonctions elliptiques, et puis ensuite il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, et comme il était quand même conscient de son intelligence, il a dit, si je me suis trompé, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc ensuite il a... Ça vous fait rire, mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est plus fort, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de moment où il a pensé qu'il n'y a pas de solution, il a démontré en 5 pages qu'il n'y a pas de solution. Alors, je vous signale quand même que l'humanité a fait quasiment un truc autour de 2000 ans dessus. Donc, il faut quand même être à l'aise sur sa façon de penser. Alors, donc ça c'est pareil. Alors, pour Archimède, vous vous rappelez, donc maintenant c'est évident pour tout le monde, surtout pour ceux qui ne savent pas le calculer, que le périmètre d'un cercle c'est 2 pierres. Alors on dit toujours de pierre, évidemment le pi n'est pas d'Archimède, c'est en hommage à Archimède, parce qu'il était grec, et c'est parce que c'est la première lettre du mot périmètre en grec. Alors Archimède s'est intéressé à pi, mais de façon totalement différente. C'est-à-dire qu'en fait les autres étaient persuadés qu'on arriverait à trouver que pi marche bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marche bien à l'époque? Donc, c'est l'école pythagoricienne. Je construis tout le monde, et ne vous étonnez pas si maintenant ça va ressembler à des choses qu'on a fait à partir des supercordes. Je construis tout le monde, alors je dis que tout le monde, l'univers, peut être transcriptible par l'astronomie par la physique par les mathématiques par la géométrie par des éléments de base de l'arithmétique, et j'en arrive aux irrationnels et rationnels, et là, pas de peau, ça plante déjà avec racine de 2. Alors vous imaginez, vous avez fait tout un substrat, tout un concept comme ça, vous avez dit ça, je le ramène à ça, je le ramène à ça, je le ramène à ça. Si je suis arrivé à ça, ça rappelle un peu notre discussion avec le médecin tout à l'heure, si je le ramène à ça, ça sera facile, et c'est faux. Et donc là, après, on redémarre, c'est-à-dire qu'en fait, on repart de l'arithmétique, et on dit que finalement, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, donc il ne peut pas s'écrire comme A sur B. Alors après, on a une démonstration très facile d'Euclide, qui le démontre, mais c'est pour vous montrer que des fois, quand on fait des tours de généralisation, faites attention au fondement. Voilà, parce qu'il y a des gens quand même qui construisent des tours par le haut. Donc tout se passe bien jusqu'au rez-de-chaussée. Et là, ça ne colle pas. Voilà. Donc, et Léonard de Vinci et Archimède, c'est dans l'autre sens. Donc eux, ils font d'abord des fondations, et après ils montent un cran. Alors vous allez me dire, c'est quand même vraiment très conservateur pour des gens qui sont innovants et intelligents. Vu ce qu'ils ont fait et vu comment on les considère des siècles après, réfléchissez à nouveau à votre idée. Parce qu'en fait, l'idée, c'est la suivante. C'est pour monter haut, il faut creuser profond. Donc, sans fondement, sans fondation, on n'arrive pas à monter haut. Alors, vous allez me dire, évidemment, dès que vous arrivez au niveau 0, vous dites, mais il est au rez-de-chaussée. Il aurait fait une cabane, ça aurait été aussi rapide. Le problème, c'est que la cabane ne montera pas plus haut. Voilà. Donc, dans le domaine de l'intelligence, il y a beaucoup de cabanes qui vont bien plus vite que des gens qui font des fondations de gratte-ciel. Donc on les voit tout de suite, et ensuite on les voit sur place. Et après, ça ne bouge plus. Alors qu'en fait, les gens, quand ils reviennent via des fondations au rez-de-chaussée, ils arrivent au premier étage, ils arrivent avec une puissance qui va leur permettre de faire des tours. Donc la différence aussi, c'est toujours une difficulté dans le domaine de l'intelligence. Moi je le vois avec mes élèves, mes petits élèves. Donc quand ils sont sourdoués, les élèves, en fait, ils ont une difficulté, c'est qu'ils ne connaissent pas la difficulté. Et en fait, s'ils n'apprennent pas la difficulté, c'est simple, eh bien ils font partie des 2 tiers de surdoués qui ont des problèmes à l'école parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Voilà. En fait, cette difficulté, c'est toujours important d'avoir, même avec des petits, de les mettre face à la difficulté et de tenir le coup face à la difficulté parce que ça ne vient pas du premier coup. Et en fait, ce qu'on voit dans le domaine de l'innovation, il y a énormément la persistance. Alors là, je vais vous donner donc un exemple. Si vous voyez en fait toutes ces spirales, la spirale d'Archimède, spirale logarithmique, spirale de Fermat,
pour une spirale, spirale hyperbolique et spirale d'or, le plus logique que vous ayez pensé dans votre tête, c'est que la spirale d'Archimède, c'est quand même vraiment la plus simple. Bon. C'est vrai. Le problème, c'est que la spirale d'Archimède n'a pas été faite pour faire une spirale. Donc évidemment, les gens jugent ça et on se dit c'est quand même la plus simple. Alors en plus, ensuite, ils oublient qu'il y a quand même, vous voyez, pour avoir une spirale logarithmique, ben, il faut quand même avoir les nombres logarithmiques, Neper, etc. Donc vous imaginez, en fait on les a appelés bien après sa mort. On a aussi la fonction exponentielle. Sur la spirale de Fermat, vous vous rappelez quand même qu'on est déjà au XVIIe siècle, alors que vous vous rappelez des dates. Donc c'est très facile de dire que la première est simple alors que les autres sont compliquées. En fait, la première est fondamentale alors que les autres sont des spirales, ça va être différent. Donc pour vous donner un exemple, souvenez-vous en fait de pi, parce que c'est en relation avec pi. Dans l'Égypte antique, pi vaut 3. Voilà. Donc ça veut dire, pour ceux qui sont plus dans la géométrie, que le cercle est identique à l'hexagone inscrit. Ça veut dire que quand vous entendez que les pyramides ont été faites par une précision mathématique, vous pouvez en déduire qu'il y a juste précision et pas mathématique. Donc, n'en parlons plus. Alors, la différence, vous voyez, avec le 3,14, il y en a qui arrive, il s'arrête avec le 3,14. Donc il faut que je parle aussi aux chimistes. Donc après, bon, ça continue en fait. Hein. Donc pour les physiciens, ça va jusqu'à 159, mais bon, ça dépend de la calculatrice. Et il y a des gens comme Archimède qui se sont rendus compte que ça ne va pas. Ce nombre est un peu plus délicat que ce qu'on pourrait penser. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment quelque chose d'innovant dans le domaine. Il ne résout pas le problème. Vous allez me dire, ça je peux le faire. Il ne résout pas non plus l'autre problème. Vous allez me dire, ça aussi je peux le faire. Par contre, il arrive à démontrer que la résolution des deux, si elle est faisable, est isomorphe. Donc, en fait, la spirale, c'est une façon d'approcher la quadrature du cercle. Et en fait, l'idée, c'est de dire quoi? Si je sais faire un cercle, enfin un rectangle, un carré, qui a une surface égale à un cercle, ça veut dire que je sais traiter le rayon en termes de longueur. Donc en fait, il ramène ça au problème du périmètre. Et en gros, il se dit, je peux ramener à ça un problème de longueur et plus de surface. Et pour ramener le problème à un problème de longueur, eh bien, il utilise la spirale d'Archimède. Donc en fait, la spirale d'Archimède, c'est une façon de dérouler de façon linéaire un carré pour voir si on peut traiter un cercle. Et via ça, il arrive à montrer que si on sait gérer le problème de la spirale, alors on sait résoudre la quadrature du cercle. Si on sait résoudre la quadrature du cercle, alors on sait gérer la spirale. Et le plus beau de tout ça, c'est qu'effectivement, c'est un théorème qui est vrai, c'est bien isomorphe, mais aucun des deux n'est résoluble par règle et compas. Donc finalement, il s'est mis en arrière par rapport à ceux qui pensaient qu'on peut le faire. Alors, je vous rappelle que l'Académie française a arrêté au XIXe siècle la réception des démonstrations sur la quadrature du cercle, parce qu'on avait ras-le-bol, exactement comme le théorème de Fermat, parce qu'évidemment, il y avait plein de gens qui envoyaient leurs solutions. Voilà. D'ailleurs, il y avait des gens qui envoyaient leurs solutions, même après la démonstration que c'est non résolu. D'accord? C'est pour vous dire, messieurs. Alors, donc là, la spirale, ce qui est assez impressionnant, la spirale, c'est que si vous la voyez comme ça, vous dites d'abord que c'est la plus simple. Si vous la voyez comme ça commence à vous faire rappeler quelque chose. Et après, vous vous dites, voilà. Alors, vous allez me dire, est-ce que Larigny a lu Archimède et a travaillé sur la quadrature du cercle? Mais si vous y réfléchissez, et si vous êtes vraiment physicien, vous allez répondre oui. Je veux dire sur la deuxième partie, pas sur la première. À savoir qu'en fait, justement, le problème de l'araignée, c'est un problème d'attache. Donc, en fait, on est dans un espace qui n'est vraiment pas, au départ, circulaire. Après, on a un espace radial. Et après, on a un espace circulaire. Et en fait, on essaye de combler un espace
non circulaire avec du radial et du circulaire. Ah, mais tordu pour faire ça. Bon. Alors, pour ceux qui sont plutôt adeptes de la philosophie chinoise, en fait, c'est tout à fait naturel. D'accord ? Dans la philosophie chinoise, ou même dans la résolution de certains problèmes, alors en résolution occidentale, nous, c'est il y a un problème, il y a la solution, j'y vais. Donc, des fois, on a du pot, ça marche. Des fois, il y a un obstacle, ça ne marche pas. La résolution chinoise, c'est comme ça. Et au bout d'un moment, je vais y arriver. Alors vous allez me dire que l'intérêt de ça, c'est quand même vachement plus long. Oui, c'est vachement plus long, mais il n'y a pas d'obstacle. Donc comme vous n'avez pas d'obstacle, vous allez toujours au but. Donc c'est un peu différent comme approche. On dirait maintenant plutôt de la pensée latérale. Mais là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est ça. Alors évidemment, il y aura toujours des gens parmi vous qui vont dire oui, mais ça c'est dû à la gravité, etc. Bon, alors maintenant, on a fait des expériences avec des araignées. Au départ, elles ont eu du mal dans l'espace avec la NASA. En fait, elles arrivent à faire des toiles d'araignée, même dans l'espace, en apesanteur. Là, c'est quand même vachement plus balèze, parce que d'habitude, elles se laissent tomber. Et là, quand elles se laissent tomber, ça fait plutôt du mouvement brownien. Alors, essayez d'imaginer, avec du mouvement brownien en apesanteur, faire des cercles. C'est assez intéressant, parce que malgré ça, c'est quand même une solution stable. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça, c'est compréhensible? En fait, c'est compréhensible si on traite les surfaces minimales. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui font des bulles dans leur bain, sans avoir à dire Eureka à la fin, traitent en fait des problèmes de surface minimale, sans le savoir, et des fois, on a des conceptions d'architecture qui ont été résolues tout simplement par des bulles de savon. Vous mettez votre architecture uniquement en effet de bord, parois métalliques, vous mettez dans de l'eau savonneuse, vous ressortez, le savon se met en surface minimale, c'est la surface la meilleure au niveau des tensions et de l'énergie. Ce qui fait que vous allez remarquer que quand vous voyez ça dans des bâtiments, donc le plus bel exemple, c'est le bâtiment qui a été construit pour les Jeux Olympiques de Munich. En fait, c'est une structure de surface minimale à l'envers. Donc quand je veux dire à l'envers, c'est genre Sagrada Familia de Gaudi. Donc on fait les choses à l'envers pour que ça tienne. Alors que des fois, on les fait à l'endroit et ça ne tient pas. Et l'avantage de cette procédure, c'est qu'en fait, vous prenez un morceau de surface minimale et ensuite vous la tendez. Alors qu'en fait, avec vos bulles de savon, vous ne tendez rien du tout. Enfin, vous avez l'impression. Ça se fait tout seul. Là, c'est pareil. Alors, ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est que ce qui est produit par Archimède pour résoudre un problème concret a une application physique, et pourtant, en fait, on ne le voit pas dans les travaux d'Archimède d'annotation sur les araignées. Vous voyez? Or, en fait, quand vous les voyez, je vous les remets là, c'est difficile de ne pas penser qu'il y a quand même quelque chose qui a à voir. Voilà. Alors, la vis d'Archimède. La vis d'Archimède, donc maintenant je ne vais pas vous surprendre, c'est que la partie la plus basse, évidemment, c'est une surface minimale. Donc en fait, vous imaginez une sorte de ressort, vous le mettez dans de l'eau savonneuse, ça va vous faire cette surface qui ressemble évidemment à la vis d'Archimède. Alors la vis d'Archimède, comme on l'appelle, alors elle est utilisée dans de nombreux domaines, même dans l'automobile, et c'est en fait ce qu'on appelle les vis sans fin. Eh bien, ça va nous permettre de faire monter l'eau sans la tirer. Donc ça, vous imaginez, vous l'annoncez pour la première fois à quelqu'un, et vous lui dites, voilà, l'eau, je vais la faire monter là, mais je ne tire pas dessus. Alors, donc il y a un jeu d'angles, vous voyez, sur la deuxième partie. Alors la première partie, elle est très visible, c'est que vous avez cet angle-là et vous voyez votre bille qui est nécessairement obligée de monter. Alors c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez du précédent, c'est en fait un transfert de structure. Là, en fait, on a une procédure de vissage. Vous vous rappelez qu'en fait, dans deux dimensions, on n'a que des isométries de type réflexion et symétrie, mais en trois dimensions, on a aussi le vissage. Alors le vissage, ça paraît complètement évident quand il y a une vis et un tournevis, mais on ne se rend pas compte en fait qu'on fait une isométrie. Qu'est-ce que ça veut dire une isométrie? Ça veut dire qu'en fait votre vis ne change pas de taille. Ça fait plaisir quand vous l'avez fini de visser. Et là, la différence là ici, c'est de dire que tout le monde sait que la gravitation ça va vers le bas,
tout le monde sait que l'eau est lourde, sans jeu de mots, et en vissant, je la fais monter. Bon. Eh bien, ça a été donc énormément utilisé, en fait, même plus tard. On verra d'ailleurs des travaux de Léonard de Vinci où on a des enchevêtrements de vis d'Archimède. Donc l'une qui amène ici, et après la monte. Vous voyez, elle fait des virages comme ça. Parce que vous avez un petit problème, l'angle est toujours fixe, sinon ça ne monte pas. Et en fait, si vous voulez faire monter à une très grande hauteur, eh bien, votre angle est considérable. Ce qui fait que vous faites une brisure, ça vous permet de faire monter plus haut. Et donc là, vous voyez encore, c'est une façon de faire totalement innovante, qui utilise bien sûr l'intelligence. Et une fois que vous avez produit les résultats, donc la vis d'Archimède, c'est difficile à quelqu'un de dire c'est faux. Mais combien c'est difficile d'y avoir pensé avant? Alors, je vais vous faire penser à un autre truc maintenant, le stomachion. Alors, le stomachion, vous voyez en fait, donc, alors, pour ceux qui sont dans Mensa, qui sont plutôt familiers du tangram, lui, c'est un peu plus balèze. Alors, c'est un peu plus balèze et puis c'est différent comme mentalité. Le tangram, pour ceux qui l'ont vu, c'est quelque chose qui est au départ un carré découpé et on arrive à faire des figures. Et l'art de la difficulté, c'est en gros de trouver des figures relativement complexes avec des éléments simples. Et quand vous voyez la figure, vous vous dites mais comment on peut faire ça? C'est encore mieux, vous pouvez même ne pas y arriver. Et ensuite quelqu'un arrive, vous le montre et vous dit mais c'est pas possible, il n'a rien fait. Alors en fait, la problématique c'est l'explosion combinatoire. Donc, si on voulait faire l'histoire de la combinatoire, il faudrait commencer par le stomachion. Alors pourquoi? Alors, vous allez voir comme il est construit, donc il a 14 éléments, c'est un carré, mais en fait, le problème d'Archimède, c'est de combien de façons différentes on peut faire ce carré. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a? On voit bien sur certains visages. Donc je vais vous poser la question à l'envers. Imaginez que vous ayez le droit de découper un carré de la façon que vous voulez pour en faire de nombreux motifs. Et bien là, vous allez avoir rapidement une difficulté, c'est que ça sera très répétitif. Donc, pour vous rendre compte quand même, la question, là, avec ces 14 pièces, de combien de manières peut-on reconstituer un carré? La réponse a été trouvée en 2003. Et si vous pensez que ça n'a pas été avec l'utilisation de l'ordinateur, bon. Donc, vous voyez, il y en a 17 152, mais l'idée, au départ, d'Archimède, c'est de comment gérer dans un espace compact, petit, des grands nombres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pareil, il y a un très bel exercice à faire pour tout le monde. Vous dessinez un rectangle, et vous avez le droit de pas dépasser, vous n'avez pas le droit de dépasser ce rectangle, et vous devez écrire dedans le plus grand nombre possible. Donc vous allez voir que rapidement vous allez penser à des puissances, vous allez penser à des puissances de puissance, et puis après vous allez faire des tours, mais enfin ça va être quand même assez compliqué de rester dans le cadre tout en grossissant. Et là l'idée c'est quoi? Eh bien la combinatoire, c'est la possibilité qu'a le cerveau humain de faire le contraire de ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez les 17 152 solutions, et quelqu'un vous disait, est-ce que tu peux synthétiser ça comme idée? Eh bien, vous feriez le stomachion. C'est un processus d'unification. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez vous dire comment je peux compactifier de la connaissance dans un espace étroit. Alors, évidemment, maintenant, on vit dans une époque où on a des clés USB, et donc ça ne vous surprend pas. Donc, vous imaginez la différence. Donc là, c'est un premier processus. On est en 2D. Pour ceux qui aiment bien réfléchir à la conférence, enfin, pendant la conférence, sans réfléchir à la conférence, imaginez la même chose en 3D. Voilà, comme ça, vous en avez pour un moment. Hein? Mais quand même, pour passer en 3D, pour ceux qui s'intéressent encore, c'est les solides archimédiens. Alors, les solides archimédiens, vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur les solides platoniciens, donc il n'y en a que 5, vous les connaissez tous par cœur, c'est pour ça que je commence. Donc, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosèdre. Donc, ça, jusque-là, tout va bien.
Mais si on vous demandait pourquoi il n'y en a que 5, c'est déjà plus délicat. Qu'il y en a 5, vous êtes d'accord parce qu'on vous les a montrés. Maintenant, s'il n'y en a pas de 6e, c'est déjà plus dur. Et maintenant, on vous dit, bah, faites la même chose, vous avez le droit de généraliser, mais vous pouvez avoir des phases qui ne sont pas forcément identiques. Voilà. Donc c'est la généralisation d'Archimède, et Archimède va compléter les 5 en produisant encore 13. Alors c'est toujours impressionnant parce que c'est quand même un nombre fini. Je vous rappelle que si vous voulez prendre un polygone régulier, il y en a une infinité, et si vous voulez prendre des polyèdres réguliers, il y en a 5. Donc alors qu'on a l'impression qu'on passe en 3e dimension, donc on a plus de degrés de liberté, en fait on a plus de contraintes, et comme on a plus de contraintes, on passe au fini. Donc ce processus de finitude s'obtient aussi dans le cadre des solides archimédiens. Et alors ça c'est encore pareil, tout le monde a travaillé bien sûr sur des solides platoniciens, ou ne serait-ce qu'avec le cube. Et c'est assez étonnant, c'est qu'en fait il n'y a que Archimède qui a vraiment posé les jalons de comment on va aller plus loin, parce qu'après on va avoir les solides de Kepler, etc., qui ne sont pas forcément donc, convexes. Donc tous ces objets-là sont convexes, mais ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à les dessiner, à les concevoir, et à démontrer qu'il n'y a que... Et là, moi je vous le dis ça au XXIe siècle. D'accord? Donc on a quand même, vous voyez, 20 siècles qui nous séparent, et malgré tout, quand on l'entend, on se dit quand même c'est balèze. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous imaginez, quand vous étiez à l'école et vous avez quelqu'un qui est à côté de vous qui fait plus vite que vous l'énoncé, vous dites quand même, mince, il est plus fort. Vous voyez? Là, il le fait plus vite, il y a 2000 ans. En fait, il vous donne un handicap, lui, il a un handicap de 2000 ans, il le fait quand même. Vous voyez? Donc c'est comme si au jeu de Go, vous aviez un handicap genre 20. Absolument infaisable. Donc, l'idée c'est quoi? Donc, nous venons de voir, vous voyez la codification. Donc là, vous voyez les 13 et leur codification. On va prendre juste le 13e pour vous rendre compte. Le dodécaèdre adouci, entre guillemets, il a quand même 80 triangles et 12 pentagones au niveau de ses surfaces. À visualiser, c'est pas mal, mais je vous signale que toutes les visualisations que je vais vous montrer, évidemment, sont faites sur ordinateur. Alors au début, même Philippe, il va y arriver, je le connais, mais après, il va dire, bon, il faut arrêter. Hein. Alors, ce qui est le plus impressionnant dans ça, c'est la simplicité avec laquelle travaille Archimède. Alors vous allez me dire, on vient de montrer exactement le contraire. Pour faire une liaison entre Archimède et Léonard de Vinci, je reviens à ça, le premier à pouvoir dessiner des solides platoniciens et archimédiens en squelettisation, c'est Léonard de Vinci. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire squelettisation? C'est-à-dire qu'en fait on ne voit pas les parois, on voit tout en transparence et les bords sont taillés comme en ébénisterie. Donc, essayez d'imaginer juste le cube, comme ça, et vous le voyez, la différence de taille, devant plus gros, avec un effet perspective, et après vous imaginez ce type d'objet. Donc ce sera les squelettes par rapport aux solides archimédiens. Donc, l'idée est la suivante. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur Pi, et en fait, ils ont fini par dire qu'ils n'étaient pas arrivés. Donc arrive Archimède et il se dit, il faut peut-être penser les choses de façon différente. Et il se dit, si ce nombre est trop dur, eh bien, on va faire des approximations. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant des mathématiques de l'époque, faire des approximations, c'était déjà une horreur. Les approximations mathématiques, hein, pas les autres qu'on fait maintenant. Donc, son idée, c'est de dire, est-ce que je peux trouver des objets plus simples pour coder le cercle? Alors, ce qui est quand même vraiment extraordinaire, c'est que plus simple que le cercle, c'est difficile. Parce qu'en fait, c'est ce que dit Einstein aussi, la simplicité est d'une grande complexité. La plupart des gens, quand ils veulent impressionner les gens, ils racontent des choses complexes. Donc, comme ça, comme on ne comprend rien, on se dit il est intelligent. Avec Archimède et Léonard de Vinci, c'est le contraire. On ne comprend rien, mais c'est très simple.
Donc après, on comprend une fois qu'on nous l'a expliqué. On dit, bah oui, bien sûr. Mais quand tu le vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors là, c'est pareil. Maintenant, ça paraît évident à tout le monde de se dire que quand on veut faire des approximations de pi, eh bien, il faut faire des polygones inscrits et circonscrits, et c'est simplement parce que vous l'avez entendu. C'est pas parce que vous l'avez trouvé. Parce que la difficulté, c'est de créer des angles alors qu'il n'y en avait pas. Si vous regardez la différence, la complexité, par exemple, on va prendre le pentagone comme ça pour vous énerver carrément. Le pentagone est un peu plus pénible que les autres. Pour faire un cercle, c'est très facile. D'accord? Vous jetez en fait quelque chose dans l'eau, ça fait des cercles. C'est-à-dire qu'en fait, le cercle est un objet de la nature très facile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, évidemment, regarde le cercle, mais qui voit le pi? Et là, on voit bien qu'on a mis un certain temps. Donc l'idée, ensuite, c'est de se dire, c'est trop simple pour être simple, donc c'est complexe. Alors je vais prendre des choses plus complexes pour simplifier le complexe. Et là, je vais introduire des angles. Alors qu'en fait, ce n'est pas évident la notion d'angle dans un cercle. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un pentagone, c'est quand même pas immédiat. Après, vous allez vous rendre compte que dans les fleurs, ça arrive. On vous rêverait de nouveau, et c'est vous aussi que la même. Alors, l'idée, c'est la suivante, l'intérieur et l'extérieur. Alors, si je vous le montre comme ça, là c'est une fonction de le montrer relativement moderne, donc vous allez me dire tout de suite, c'est évident. Alors, on va faire un jeu, je vais vous montrer de l'Archimède, et on va revenir au truc vide. Donc Archimède, il commence comme ça, après il fait ça, il fait ça, ça, donc il en déduit ça, 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 ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, juste pour approximer pi. Donc vous savez qu'en fait on a des éditions bilingues, hein, vous pouvez donc lire Archimède dans le texte, enfin je veux dire avec la traduction à côté, l'original. Je reviens maintenant. Donc maintenant, vous avez tous compris comment il a fait pour faire ce qui nous paraît trivial. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est un petit détail, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas écrire les nombres irrationnels. Ah là, ça vous a quand même coupé. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas écrire juste racine de 3. Racine de 3, on ne sait pas l'écrire. Donc en fait, il faut faire une approximation de racine de 3. Et pour vous rendre compte, au niveau de la recherche, maintenant, on n'est encore pas sûr comment il a fait pour faire cette approximation de racine de 3. Parce que racine de 3 va intervenir énormément dans les éléments de longueur. Et donc, en fait, il va les empiler. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer les petits éléments de longueur et il va faire des polygones de plus en plus grands. Mais, s'il n'a pas une grande précision sur l'élément de longueur, quand il va exploser en termes de longueur, eh bien, ça sera totalement faux. Ça sera même totalement faux au point qu'il pourra même déborder. Donc, qu'est-ce que je veux dire par déborder? Déborder, c'est qu'en fait, votre inégalité passe de l'autre côté. Tellement c'est faux. Alors, je sais bien que si vous faites des calculs de pH, ça vous choque pas, mais dans les domaines mathématiques, c'est assez difficile. Alors, pour vous rendre compte à quel point ça c'est difficile, eh bien c'est très simple. Qui a fait mieux qu'Archimède? Eh bien, c'est un Chinois. 500 ans après. Parce qu'il a une idée. Alors, quand je vais vous donner l'idée, vous allez dire, mais vraiment, on est tous un peu par rapport. Bon, alors je vais vous la donner l'idée, attention. Eh bien, il a pensé qu'on pourrait approximer pi, non par des éléments de longueur, mais par des éléments de surface. Alors qu'en fait, si vous êtes un minimum scientifique, vous dites évidemment, les surfaces vont aller en carré, donc ça sera une meilleure approximation, donc on va mieux approximer. Mais la difficulté, c'est que on a mis 500 ans pour avoir cette idée. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire exactement la même chose, mais au lieu de regarder les éléments de longueur des polygones, il va regarder les éléments de surface. Donc en fait, ça va revenir, maintenant nous on le sait, ça va revenir à coder pi r au carré. Vous voyez? Mais si vous prenez un r unitaire, ça revient à coder pi, mais vous le codez de façon quadratique. Ce qui fait que vous allez plus vite, donc vous êtes plus précis, et donc ça va mieux. Ça c'était pour vous donner un exemple précis. Alors, donc un exemple précis de la puissance
d'Archimède pour innover, c'est la chose suivante. Si je vous dis, calculer le centre de gravité d'un disque, qui est complètement homogène, ben c'est à peu près évident pour tout le monde, c'est tellement évident que vous ne faites pas le calcul parce que vous savez que c'est au centre. Donc maintenant, ben vous faites la même chose, et vous prenez le disque et vous le coupez en deux. Voilà, et on vous dit juste la moitié. Maintenant, on vous dit où est le centre de la gravité de la moitié du disque. Bon. Donc quand vous l'entendez ça pour la première fois, surtout si vous êtes matheux, vous dites, oulala, ça va être bizarre ce truc-là. Si vous n'êtes pas matheux, vous dites, de toute façon, c'est pas pour nous. Mais la difficulté, c'est la chose suivante, et c'est là l'innovation, c'est qu'Archimède va penser de façon très naturelle, vous allez voir à quel point c'est naturel, il va dire, si je prends un demi-disque, et je le mets en rotation autour de l'axe coupé, je vais refaire une sphère. Je vais calculer les moments, et puis je vais ramener le problème. Et il a trouvé la formule, attention, tenez-vous bien, c'est une formule rationnelle en fonction de tout. Donc il n'a pas trouvé une approximation, il a trouvé exactement le point. Donc vous ferez l'essai, c'est si vous allez dans un théâtre antique et vous voulez trouver le point, eh bien trouvez sur quel siège vous allez vous poser. Vous avez la formule d'Archimède qui vous permet de résoudre ça. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est l'innovation? C'est que certains problèmes de deux dimensions se résolvent dans d'autres dimensions. Alors évidemment, quand on vous le dit comme ça, vous dites maintenant, c'est trivial. Je vous rappelle quand même que quand Kaluza-Klein a fait ce genre de choses avec les équations d'Einstein, il est passé en dimension 5, tout le monde a dit c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, on n'était pas habitué. Donc le passage entre 2 et 3, ça va bien. Le passage entre 3 et 4, alors c'est le même, on dit, il ne faut pas exagérer. De temps en temps, on dit que c'est le temps, comme ça nous arrange. En fait, c'est pire que c'est un espace hypermonique. Et après, on se dit, mais comment on fait pour la suite? Ben, on ne fait pas pour la suite parce qu'on laisse tomber. Donc après, ben, on fait en dimension infinie certaines choses. Alors ça, c'est pour vous montrer en fait la puissance de calcul. Alors je vais vous la montrer, cette puissance de calcul, de façon plus explicite. Mais là, je vais vous montrer en fait une application, donc la remise en cause de la dynamique aristotélicienne par Archimède. Alors Archimède fait partie des gens qui lisent. Alors la plupart des gens d'entre vous, si on vous demande, vous préférez Archimède ou Aristote, la plupart préfèrent Aristote parce qu'ils ont pu le lire. Et l'autre est illisible, donc évidemment. Et si vous prenez donc des gens qui sont plutôt lettrés, ils diront évidemment à fond qu'Archimède, enfin que Aristote est bien meilleur, parce qu'évidemment ils n'ont aucune idée sur ce qu'il raconte dans le domaine scientifique. Alors Aristote en fait est un grand cerveau humain, mais dans le domaine scientifique il a une difficulté, c'est qu'il invente. Vous voyez? Il y a des spécialistes, par exemple, je vais essayer de faire diplomatique. Par exemple, il y a des gens qui traduisent du latin, vous voyez? Et quand ils traduisent, en fait, ils inventent un peu. Mais comme ils sont forts en français, ça fait à peu près ce qu'il faut. Vous voyez? Donc, quand vous voulez voir s'ils ne sont pas forts, ben, vous leur faites le thème. Et là, c'est la mort. Vous voyez? Alors, en fait, les gens qui sont vraiment forts dans une langue, ben, c'est dans le thème. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment le faire sans le savoir. Alors qu'en fait, la version, vous pouvez faire de la version sans savoir exactement ce que dit le texte. Et là, c'est pareil. Avec Archimède, Archimède lit Aristote, et là où il est vraiment très fort, c'est qu'il le lit, il le décrypte, il trouve les erreurs, il code l'erreur, il résout le problème, et il fabrique l'expérience. Alors, ne vous inquiétez pas pour Aristote, puisque la plupart des gens ne pouvaient pas le lire, ce que j'ai raconté. Donc, en fait, Aristote a une idée très simple, que la plupart d'entre nous auraient. Alors c'est très simple, hein, comme on a 2000 ans de retard, chaque fois que vous dites quelque chose de totalement naturel, ça peut être de l'Aristote. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est la première vision d'un espace conceptualisé. Et après, avec Archimède et d'autres, on arrive à des choses qui nous surprennent. On dit, tiens, c'est comme ça alors finalement. Voilà. Donc là, c'est pareil, il pense à Aristote qu'on ne peut pas subdiviser une force. Alors, si je le dis comme ça, vous allez me dire pourquoi. Bon, alors je vous donne quand même un élément. Alors très simple. Vous voyez qu'en fait, là, vous exercez une traction de 25 newtons.
et vous levez un poids de 100 newtons. Donc en fait, c'est un principe très simple, ici de Pauly-Spaston. Donc en fait, le système des poulies vous permet eh bien, de diviser les forces, et ça vous permet en fait de diviser des objets conceptuels en termes de poids, alors qu'en fait on pourrait se dire comment c'est possible d'exercer une traction 4 fois inférieure à un objet et d'y arriver quand même. Et bien ça justement c'est l'aspect de l'innovation. Parce que l'innovation, elle est très simple, c'est les rotations de fil. Si vous faites juste une poulie comme un bourrin, ça arrive, vous n'en mettez qu'une, et vous tirez. Il faudra tirer autant que ça pèse. C'est tout. C'est simplement le seul gain que vous avez avec la poulie, c'est que vous ne tirez pas du même côté. C'est tout. Donc en fait, ça vous permet par exemple de tirer alors qu'il fallait soulever. Ça peut aider. Mais là, la différence, c'est que si vous faites cette démultiplication, vous allez vous rendre compte en fait que le système de poulie vous permet de faire du 25, 25, 25, 25 et ensuite de pouvoir lever votre 100 alors qu'en fait, a priori, vous n'avez fait que simplement des rotations autour de 2 objets. Si on vous demandait de démontrer maintenant pourquoi ça se lève avec 25 newtons, on pourrait faire mieux, on pourrait faire un test de QI, enlever les valeurs, mettre la valeur, donner un choix et mettre la valeur 25. Et évidemment, la plupart des gens diraient c'est dégueulasse parce que ce n'est pas un test de QI, évidemment, puisqu'il faut avoir de la culture. En fait, c'est un peu faux pour les tests de profondeur. Mais l'idée est la suivante. Il a fait ça, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ils ont pris un bateau, et un seul homme a levé un bateau, à pas tirer un bateau, tirer c'est facile, a levé un bateau hors de l'eau avec juste le Pauly-Spaston d'Archimède. Je peux vous assurer que si vous faites ça juste avec des poulies et des cordes, même avec juste une voiture, et vous faites juste ça, parce qu'il fait ça le mec, il fait ça, c'est tout. C'est juste ça. Et vous voyez la voiture monter, ça vous fera déjà un effet. Donc vous imaginez avec un bateau. Voilà. Donc c'est un truc qu'on pourra faire à un moment avec un bâtiment de guerre. Vous allez voir, sur les photos, ça sera quand même intéressant. Parce qu'il faut le voir, un bâtiment de guerre sortir de l'eau. Déjà le sortir comme ça, il faut le voir. Mais si vous voyez la photo à côté et vous voyez le type en train de tourner comme ça, vous ne pensez pas qu'il y a une corrélation entre les deux. Vous dites que c'est une photo montage, c'est plus ça. Alors, là, la difficulté, alors vous inquiétez pas pour les valeurs, là c'était simplement pour faire, regardez les calculs juste en bas. En fait, racine de 3, vous voyez, il va faire ses calculs de ce genre. Racine de 3, il va dire que c'est à peu près 16 neuvième, et après il va remonter. Et là, je trouve que ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il arrive à résoudre des équations différéentielles qui permettent de ramener des problèmes de type x2, vous voyez, égale 3x2, enfin, y2 moins 3x2 égale 1. Et en fait, il faut trouver 2 solutions avec des nombres énormes qui ont une différence que de 1. Donc ça, on peut le faire maintenant de façon plus formelle, on peut démontrer. Ça, c'est une solution possible d'Archimède pour sa résolution. Mais si je vous disais, trouvez-moi une méthode innovante pour résoudre le problème de l'approximation de racine de 3. Parce qu'en fait, nous, comme on arrive après la bataille, on se dit qu'on approxime pi, mais on oublie que les éléments de longueur se font avec des nombres algébriques. On oublie qu'à l'époque, les nombres, on ne les écrivait pas comme des chiffres arabes. Ce qui fait que, eh bien, la difficulté est la suivante, c'est qu'on ne sait pas comment il procède. C'est pareil en fait avec Léonard de Vinci. Donc ça, c'est un portrait présumé. Hein, c'est toujours pareil. Avec Léonard de Vinci, on met quasiment tout présumé. Alors on va voir, vous voyez la difficulté. Vous regardez en fait ce tableau, vous vous dites, bon, bah, c'est un tableau d'1 mètre, très bien. Alors, il y a un problème principal. C'est qu'en fait, chez Léonard de Vinci, on a l'aspect de synthèse, qu'on n'a pas chez les maîtres précédents. À savoir, la première chose que fait Léonard de Vinci, c'est qu'il travaille sur le fond. Alors le fond, habituellement, on ne s'en intéressait pas, on s'en désintéressait même, et on considérait qu'il n'avait rien à voir avec l'objet principal. Le premier à avoir inventé la notion d'histoire, storia, c'est-à-dire en fait le fond
correspond à l'histoire du personnage. Donc en fait, il est associé. Avant, les maîtres, avant Léonard de Vinci, faisaient un fond, c'était un tableau quelconque, et après ils mettaient leur figure dessus qui n'avait rien à voir. Ce n'était pas du tout corrélé. C'est le premier à avoir pensé. Si vous regardez en fait maintenant les objets, pour ceux qui ont fait un peu de design 3D, si vous regardez en fait juste en bas à droite, l'objet que vous voyez avec un peu de transparence, vous allez vous rendre compte que même si on avait un ordinateur, on aurait du mal à faire ces degrés de transparence sans être vraiment un grand expert du domaine. Un autre problème que vous voyez immédiatement, j'imagine, c'est que les proportions de l'enfant sont des proportions réelles. C'est-à-dire que l'enfant est moche. Non mais... Alors, je redéfinis ce que je veux dire par là. Avant Léonard de Vinci, les gens dessinaient les petits bébés avec des proportions d'adultes. Donc en fait, ils avaient des petites têtes par rapport... Alors nous, on les trouve vachement bien parce qu'ils sont comme nous. Voilà. Bon, donc tous ceux qui sont allés voir une amie accoucher, qui lui ont dit que... Enfin, vous savez, je vous dis, ne sont pas des disciples de Léonard de Vinci. Voilà. Donc Léonard de Vinci fait les vraies proportions. Et les vraies proportions, c'est normal. Alors vous allez voir, alors vous allez me dire, mais pourquoi faire des vraies proportions dans un cadre un peu formel? En fait, l'enfant, il a des vraies proportions d'enfant, c'est-à-dire que si vous mesuriez l'ouverture de ses épaules, la taille de l'espace cérébral, la longueur des doigts, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est un vrai bébé. Alors qu'en fait, si vous faisiez ça avec tous les autres bébés avant, ils sont tous faux. Voilà. Donc, celui-là, vous le trouvez gros. On est quand même 500 ans après. Alors, la notion de gros est très relative, tu sais bien. Par exemple, pour le XVIIIe siècle, il est pas mal. Voilà. Donc, il faut... Finalement, l'important, ce n'est pas d'être gros ou maigre, c'est d'être dans le bon siècle. Voilà. Parce que, si maintenant, vous mettez certaines de nos planches à voile au XVIIIe, eh bien, ce ne sera pas le top. Alors, les codifications symboliques, etc., donc je passe le lait, le Christ, etc. Et là, c'est pour vous donner un autre exemple aussi, caractéristique de Léonard de Vinci, qui n'est pas Léonard de Vinci, parce que Léonard de Vinci n'a peint que l'ange qui est en bas. Eh bien, Léonard de Vinci, s'il avait peint ce tableau, le Christ, il aurait les pieds brisés. Pas parce qu'il avait lu l'Émile de Rousseau, mais parce qu'en fait, il sait très bien qu'un bâton dans l'eau donne l'impression d'être brisé. Et donc là, on sait que ça, c'est faux. Et évidemment, c'est parce qu'on est dans l'atelier de Verrocchio. Donc c'est différent. Un autre exemple probable et intéressant, vous voyez que cet ange a des ailes. Énorme innovation de l'époque, Léonard de Vinci est le premier à dessiner des vraies ailes d'oiseaux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous découpez l'ange, entre guillemets, et vous regardez que l'aile, bah c'est une vraie aile d'oiseau. Alors qu'en fait, avant, on mettait des ailes un peu fausses. Maintenant, si vous regardez le fond, vous voyez un jardin. Vous allez me dire, bah, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que c'est le jardin de l'Éden. Donc en fait, d'où il vient cet ange? Il vient du paradis. Et au lieu d'avoir une bulle qui dit « je viens du paradis », on fait le dessin derrière, et puisqu'on est dans le cadre de la storia, il peut raconter, sans avoir à dire quoi que ce soit, ce qui se passe à la personne qui est en face, donc à la Vierge. C'est pareil, regardez donc la sculpture en bas, eh bien vous avez des éléments d'architecture. Alors ce qui est très impressionnant chez Léonard de Vinci par rapport aux peintres classiques, c'est que chez Léonard, le dessin tient. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, si vous le remodélisez dans un espace à 3 dimensions, ça tient, alors que chez de nombreux peintres, si vous refaites en 3 dimensions l'objet qu'ils ont dessiné, ça ne tient pas. Même pour des architectures, ça peut même s'effondrer. C'est pareil, regardez en fait le transparent, hein, au niveau du livre et au niveau des feuilles, parce que c'est censé être évidemment un livre sacré. Vous le voyez ici? Et évidemment, le langage n'est pas un langage courant. Alors, une petite innovation qui paraît très simple, hein, c'est pareil,
Donc on poursuit la même idée, c'est qu'en fait, la plante qui est derrière, c'est le nom de la femme. Vous voyez? Donc à partir du genièvrier, on va faire ça. Et l'autre chose qui va être importante chez Léonard de Vinci, ça va être le premier à effectuer une rotation dans l'espace à 2 dimensions pour visualiser mieux, via quoi, l'espace à 3 dimensions. Alors vous allez me dire, c'est évident, je vais vous prouver que ce n'est pas évident. Avant que vous faisiez des photos dans votre appareil automatique, photomaton, vous étiez de face. Et vous preniez toutes les photos de bannières qu'on avait avant. Et d'un seul coup, les photographes vous ont dit, asseyez-vous de côté. Vous voyez? Alors vous êtes bien plus intelligent que vous êtes assis de côté comme ça. Voilà. Et bien en fait, en étant assis de côté, la rotation dans l'espace à 3D vous permet en fait de mieux visualiser les volumes. Ce qui fait que vous voyez mieux un objet, et c'est pour ça qu'en fait, votre photo est meilleure. Maintenant qu'on fait des passeports anthropométriques, on est repassé aux faces, tellement en face qu'on vous met dans un ovale. Vous voyez? Et là, vous avez vu à quoi on ressemble. Et on pourrait tous être bagnards. C'est très... Voilà. Et bien là, c'est pareil. Vous imaginez en fait ce portrait si on était mis. L'autre technique que va utiliser Léonard de Vinci, qui est vraiment une innovation, c'est la technique du chiaroscuro. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le premier à inventer l'éclaircissement par le noircissement. La plupart des gens, quand ils faisaient un portrait avant, ils voulaient un peu le blanchir, ils mettaient plus de blanc. Et bien Léonard de Vinci, en fait, va noircir le bord, ce qui fait que ça va faire ressortir le blanc. Et vous regardez le visage, qui a un visage très rond. Alors, je ne sais pas ce que veut dire Laurent, il est trop rond, trop carré, etc. Bon, en tout cas, il a du volume, alors qu'en fait, on voit bien qu'on a une difficulté à se rendre compte du volume de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il a été assombri. Donc, ce type de technique, justement, permet de dire que je fais une pensée latérale, c'est-à-dire qu'au lieu de m'occuper de l'objet, je m'occupe du contre-objet. Et en changeant le contre-objet, je change l'objet. Donc, ce type de technique est vraiment innovante pour l'époque parce que c'est des analyses non directes. Alors qu'en fait, on est habitué à l'analyse directe. La plupart d'entre nous, on aime bien faire de l'analyse, on a du mal à faire de la synthèse. Donc, un exemple concret, vous vous rappelez, si on vous demande des objets simultanément, par exemple, on vous demande qu'un objet soit simultanément un cercle et un carré, c'est pas évident pour tout le monde de penser à un cylindre. Si on vous dit par exemple qu'un cylindre, il a 2 projections, l'une circulaire et l'autre carré, ça vous paraît trivial. Mais c'est parce qu'en fait, on vous a donné l'élément. Maintenant, si on vous donne que les ombres pour retrouver l'objet, c'est difficile. Donc pour ceux qui ont terminé le problème précédent, maintenant ils peuvent s'intéresser à faire un objet qui a 3 ombres, donc un carré, un cercle et un triangle. Ça occupe aussi, mais moins que l'autre. Je passe sur ça, parce que ça c'est les variantes. Là, il y a une autre technique qui est assez intéressante, c'est le problème de l'œil. Chez Léonard de Vinci, il y a un élément de rotation, et vous allez vous rendre compte que quand il prend un visage, il fait un élément de rotation de façon à ce que quand le personnage est en rotation, l'œil, l'orbite, ne sort pas. Par exemple, si vous voulez prendre une photo moche de vous, c'est facile, vous prenez une photo complètement décalée, il y a votre œil qui sort. Vous faites un truc globulaire. Et bien, chez Léonard de Vinci, vous regardez en fait que l'œil, donc la rotation s'arrête juste au moment où l'œil commence. Ce qui fait que ça vous permet de trouver même l'angle exact sur lequel il va travailler. Alors, le premier élément, c'est rotation avec l'œil, et ensuite, on va avoir une rotation au niveau des épaules qui va nous permettre de faire un visage. En gros, il est en train de dessiner une torsade. Et comme il dessine une torsade, on voit mieux les volumes. Sinon, si c'était de face, par exemple, si les épaules étaient de face, eh bien, on n'arriverait pas à le voir. L'autre élément, évidemment, c'est que l'hermine, eh bien, c'est vraiment un objet au sens zoologique du terme. C'est-à-dire que si vous le voyez séparément, ben, quelqu'un qui est en zoologie le ferait exactement de la même façon. C'est intéressant de regarder la distance des doigts. Vous allez vous rendre compte que les doigts sont très déformés et que si c'était des vrais doigts au sens vrai du terme, vous les trouveriez trop courts. Les vôtres, là, ils sont trop longs. En fait, ils sont trop longs
pour donner l'impression qu'ils sont de la bonne taille. Donc c'est un effet inverse maintenant, parce que Léonard de Vinci a travaillé sur quelque chose qui est absolument phénoménal par rapport à l'époque. Il a travaillé sur la perspective sphérique. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que notre œil est sphérique et que si on fait simplement de la perspective carrée comme on fait d'habitude, on a une déformation des effets de bord. Je vais le faire en plus simple. Vous prenez une carte, si vous prenez une carte du monde, eh bien les effets de bord, c'est ce qui est en haut et en bas est totalement déformé et bien plus grand. Eh bien c'est simplement dû au fait que votre sphère, vous ne pouvez pas la déplier sans la déchirer, ce qui fait que ça vous provoque ce problème. Chez Léonard de Vinci, il a utilisé cette technique pour les mains. Je vous rappelle que c'est une technique connue. Comme on sait que le cerveau humain recompose, pas de, ça va rien. Alors, si vous prenez par exemple, vous rappelez les colonnes, pour revenir un peu avant Archimède, les colonnes du temple du Parthénon, quand vous les regardez, vous les trouvez magnifiques. Elles ont au moins 3, oui, c'est une bonne idée, Patrice. C'est bien d'avoir des élèves profs. Alors, donc vous les voyez comme ça. Donc elles ne sont pas comme ça. Donc elles ont un premier défaut, c'est qu'elles sont comme ça. Oui ou non? Vous ne savez pas. Alors vous savez ou pas? Bon, attention, c'est un piège. Vous avez le droit de ne pas répondre, ceux qui vont répondre vont se planter. Alors vous êtes sûr que vous savez ça? Voilà, c'est bien de dire non, parce que c'est exactement le contraire. Voilà. En fait, elles sont comme ça, pour paraître comme ça, parce que si elles étaient comme ça, on les verrait comme ça. Bien. Ensuite, eh ben, elles ne sont pas tout à fait comme ça, en fait. Elles sont, en fait, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la base est plus grande que la partie supérieure. Ce qui fait que ça vous donne un effet de perspective, donc le bâtiment vous paraît plus grand que ce qu'il est. C'est le principe. D'accord? C'est toujours énervant, on voit bien que c'est la même longueur, et en fait, on voit bien qu'on ne voit pas bien. Et on se dit quand même, celui-là, il a l'air d'être plus gros que l'autre. Et bien, c'est un peu aux yeux de notre œil. Alors là, c'est comme ça. Et l'autre important, c'est que quand vous les voyez, en fait, ils ne sont pas comme ça. Ils sont en fait comme ça. Les colonnes, en fait, ont un effet de perspective, au-dessus du temps. Donc, vous avez ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et ça construit le vrai. Et bien, je peux vous dire qu'il faut quand même le réfléchir avant. Hein. Parce que si vous expliquez ça à votre maçon, pendant qu'il est en train de le faire, vous allez avoir des problèmes récalcitrants. D'accord? Donc il faut vraiment l'avoir travaillé. Et en réalité, c'est pareil. On fait souvent une erreur, surtout quand on est touriste, mais ça arrive. C'est qu'en fait, on ne regarde pas le temple du bon côté. Le temple, il a été fait pour être utilisé. Donc en fait, on ne rentre pas dans un bâtiment de côté. Nous, comme il est complètement défoncé, on regarde de tous les côtés. Quand on regarde de tous les côtés, il y a des aspects qui sont moches. Parce que ce n'était pas fait pour être vu. L'autre principe assez intéressant, un peu plus complexe, c'est que vous voyez en fait qu'on peut tailler dans la colonne pour avoir un élément de surface de ce type. Ça aussi, c'est une innovation. Ça vous donne l'impression que la colonne, au niveau de son tambour, a tout cet élément de surface, mais en taillant, vous enlevez du poids. Donc la colonne est plus légère, mais elle n'est pas plus fine. Donc ça, on a attendu le XXe siècle pour démontrer que c'est des arcs de cercle. Donc, pour les colonnes de devant, de rayon 5 km, les colonnes de derrière, de rayon 10 km. Donc c'était simplement pour vous confirmer, j'étais sûr que vous l'aviez déjà vu en regardant de côté le Parthénon. Alors, là c'est pareil, vous voyez un petit dessin délicat, et il va mettre la notion de partition. Alors n'oubliez pas que les partitions n'existent pas depuis des années, et en fait, Léonard de Vinci meurt en 1519, eh bien, pour coder tout de suite et dire l'histoire sans avoir à dire grand-chose, eh bien, il nous met une partition pour le musicien. Là, est-ce que vous voyez en fait l'astuce? L'astuce, c'est la poutre. Il faut être fort, hein? C'est très très simple, mais c'est très efficace. En mettant la poutre,
il est très difficile pour votre œil de ne pas décider que la bonne femme est derrière la poutre. C'est très difficile de la placer sur la poutre. Or, en fait, il est manifestement sur la poutre puisqu'on est en 2 dimensions. Eh bien, l'effet de bord avec la poutre, le foncé devant, un effet clair, et de nouveau un effet foncé à l'arrière, ça vous oblige, au niveau cérébral, de mettre le personnage derrière la poutre. Ce qui fait que vous êtes déjà en train de rentrer en 3D. Donc ça peut être bien, finalement, de voir la poutre chez l'autre. Donc, là, c'est un élément assez astucieux, il faut l'avouer. Donc, vous voyez en fait que Léonard de Vinci résout un problème, c'est comment voir du 3D en 2D. Et il crée la notion de torsade. Et maintenant, en fait, c'est comment créer du mouvement dans l'immobile. Eh bien, c'est très simple. Vous regardez ses pieds et ses jambes, son regard, vous allez avoir du mal à rester sur un point fixe. Parce que si vous regardez le regard, il est déjà de côté. Ensuite, si vous regardez le premier index, le plus simple, il vous met vers l'objet, l'objet vous ramène à l'autre, le pied va de l'autre côté, et en fait vous avez un objet qui est quand même manifestement statique, il est assis. C'est encore plus perturbant. Tout en étant assis, il arrive à vous créer un effet dynamique, c'est-à-dire qu'en fait l'objet, il est plus vivant que ce qui est autour. Et ça c'est quand même vraiment impressionnant parce qu'il le fait juste en faisant ça. Au niveau de la squelettisation, on peut regarder ce personnage parce qu'il est quand même assez dénudé. Donc je vous rappelle une autre innovation chez Léonard de Vinci. Léonard de Vinci dessine à partir des os. Il ne dessine pas comme les autres peintres ou ceux qui disent qu'ils peignent, à savoir par l'élément de surface. Donc chez Léonard de Vinci, il connaît l'anatomie. Après, c'est devenu à l'école des Beaux-Arts, on fait de l'anatomie maintenant. Il connaît exactement la taille des os et comment ils se mettent. Ensuite, il pose les ligaments. Ensuite, il pose les muscles. Ensuite, il pose le derme. Ce qui fait que ça lui permet d'avoir des éléments de surface réels. Alors que, si vous regardez Botticelli, d'ailleurs Léonard de Vinci en parle, il dit que quand vous regardez le Botticelli, vous avez l'impression d'avoir des corps qui ressemblent à des sacs de noix. Il ne dit plus rien, Laurence, là, sur les sacs de noix. Et oui, parce qu'en fait, chez Botticelli, en fait, on voit bien, si vous faites attention, si vous êtes prévenu par Léonard de Vinci, c'était pas édité, hein, c'était dans ses notes, Trattato della Pintura, et vous voyez en fait que les muscles sont mal placés. Ils ne sont pas gonflés au bon endroit. Bon, évidemment, la plupart d'entre nous ne font pas très attention à ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple. Léonard de Vinci fait attention à tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes posé, que vous êtes pieds nus, il fait attention au fait que quand vous êtes pieds nus, vos doigts se touchent. Si votre pied est levé, les doigts ne se touchent pas. Donc en fait, quand vous regardez Léonard de Vinci posé, vous verrez que les doigts se touchent, alors qu'en fait, si vous prenez un peintre même contemporain, il aura tendance à ne pas donner vraiment de l'importance à ça, et en fait, vous avez des doigts suspendus et pas posés. Ce qui fait que vous voyez tout de suite l'aspect faux. Donc, sur la Joconde, on ne va pas faire toute une analyse, parce que ça ferait une conférence en elle-même, mais ce qui est important de retenir sur la Joconde pour le cadre de notre conférence, c'est que la Joconde est le tableau le plus synthétique. Donc vous vous rappelez, pour le jet, le tableau le plus synthétique, c'est-à-dire qu'en fait, il a toutes les techniques dedans qu'il a inventées au fur et à mesure. C'est-à-dire, en fait, il a la torsade, il a le chiaroscuro, il a l'effet de transparence, une transparence très très énervante pour les peintres. Regardez par exemple le voile est tellement transparent qu'on arrive avec le voile à regarder le fond. Alors, vous voyez le type de technique quand on vous dit, quand vous faites de la peinture au début, on vous dit fais un peu le fond et puis après tu fais le personnage, etc. Avec Léonard de Vinci, ça ne marche pas du tout. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le dessin ne peut pas être fait rapidement. Parce qu'en fait, il faut faire la texture du voile une fois que la peinture du fond a déjà séché. Or, c'est de la peinture à l'huile. Donc vous imaginez les temps de délai. Donc c'est pareil, en fait, aussi un effet de perspective. Les gens au départ ont accusé Léonard de Vinci en disant qu'il ne connaît rien à cette perspective.
Au contraire, en fait, à droite et à gauche, vous n'avez pas le même niveau de paysage, et en fait, c'est pour vous montrer qu'il y a une continuité dans l'objet. C'est-à-dire que la Joconde nous gêne pour voir la continuation. En fait, cette continuation existe, et ça, c'est intéressant, parce que ça vous produit des problèmes de parallaxe. Alors, donc ça, c'est simplement pour vous la montrer, pour dire que ça existait, pour éviter de dire autre chose. L'autre innovation par rapport à certains contemporains, alors c'est un peu surprenant de dire une innovation de Léonard de Vinci par rapport à certains contemporains, c'est que Léonard de Vinci, quand il esquisse, c'est un tableau. Vous voyez? Alors qu'en fait, maintenant, vous allez avoir des gens super modernes, etc., qui vont vous dire, de toute façon, tu prends tout directement le pinceau, ça va très bien. Alors, donc ça, ce n'est pas un tableau, c'est une esquisse préparatoire à une esquisse. Et donc, regardez les éléments de longueur et le traitement. Donc là, vous pouvez voir d'ailleurs que c'est totalement faux, entre guillemets, puisque la partie qui est supérieure, elle est en bas. Mais pour mieux le dessiner, il va redécomposer. Ça, c'est vraiment très caractéristique d'une intelligence extrême, c'est qu'il arrive en fait à faire d'abord la synthèse, et ensuite il décompose en analysant. Alors qu'en fait, la plupart de nous, même quand on est intelligent, on a tendance plutôt à analyser et de temps en temps à comprendre la synthèse. Lui, il fait à l'envers. Il fait d'abord de la synthèse, donc il regarde d'abord la pièce et pas pile ou face. Et après, il va décomposer. Donc un élément intéressant, pour vous ramener sur Terre, entre guillemets, donc tout le monde a vu ça, on est d'accord? Donc on va essayer de démontrer dans cette conférence, en fait, que tout le monde l'a regardé, mais pas forcément vu. Alors, regardez la différence. Je ne veux pas vous en mettre quelqu'un devant le faire, parce que ça devrait être intéressant. En fait, si on vous demandait, sans trop réfléchir, est-ce que l'objet est symétrique ou pas? En fait, l'objet, il est vraiment très symétrique, mais en fait, il n'est pas symétrique. Voilà. Donc, c'est la première chose à dire. Alors, la première représentation pour vous rendre compte à quel point c'est toujours intéressant pour les femmes, c'est de regarder les testicules. Alors, vous allez me dire pourquoi. C'est très simple. Si vous regardez les testicules de l'homme de Vitruve, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un décalage. Pas de hauteur, mais d'angle. Ce décalage, il est dû au fait que les pieds sont à angle droit. Si vous vous amusez à vous lever maintenant et vous mettez vos pieds l'un droit et l'autre à angle droit, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une rotation du bassin. Donc maintenant, vous allez remarquer que le bassin n'est pas le même à droite et à gauche. Et ça se voit très bien avec, on a la musculature des hommes, il y a une différence. Alors c'est assez intéressant parce que, de nouveau, vous voyez qu'en fait, apparaît la torsade. C'est-à-dire qu'en fait, les pieds sont à un endroit, on a une rotation du bassin, mais les épaules sont dans le plan du cercle. Et donc vous pouvez faire la même chose, je ne vais pas vous faire les détails, donc c'est pareil, ça c'est plutôt pour une conférence. Regardez les différences aussi au niveau des doigts et la disposition, et puis ensuite, vous allez vous rendre compte que on a un problème par rapport à Archimède. C'est pour ça que vous avez un carré et un cercle. C'est que Léonard de Vinci, lui, il croit, enfin, il n'y avait pas que lui, hein, parce que vous vous rappelez, on a parlé du 19e siècle, la résolution, il croit qu'on peut résoudre la quadrature du cercle. Donc ça a été découvert par une équipe de chercheurs allemands. Vous voyez les petits traits tout en bas, auxquels on ne fait pas du tout attention. En fait, c'est des traits qui sont des traits d'application pour pouvoir faire des approximations de plus en plus fines de la quadrature du cercle. Donc en fait, cette façon de faire, et l'idée en fait, c'est comment ramener cet objet statique à un processus itératif qui ramène à l'approximation de la quadrature du cercle. Donc si vous pensez que c'est solvable, vous allez en fait faire un processus qui va vous amener à cette résolution. Mais donc lui, il ne savait pas que ce n'était pas faisable. Mais là, en fait, vous avez donc vous voyez, en fait, on regarde tous ces genres de détails et finalement, on ne se rend pas compte à quel point il a mis des détails et des calculs à l'intérieur d'un simple dessin, parce qu'évidemment, on oublie, c'est que normalement, on ne devrait pas regarder ça, on devrait regarder d'abord
le texte de Vitruve pour voir les problèmes de proportion. Vous vous rappelez, un truc très de base, si vous mettez votre main ici, vous devez toucher votre front. Hein? Alors ne le faites pas, parce qu'après ça va vous gêner. C'est simplement un problème d'époque. Hein. C'est qu'on n'est pas dans le bon siècle. Voilà. Donc en fait, évidemment, tous ces éléments sont quasiment tous faux. Hein. C'est simplement des processus d'idéalisation. Parce qu'après, quand vous regardez les humains, il suffit d'aller dans le métro, vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh bien, jamais personne n'est totalement symétrique. D'accord ? Donc on est tous à peu près déformés, on est tous à peu près déformés du même genre, et on appelle ça, cette déformation, on appelle ça beauté. D'accord ? Donc, l'exemple le plus classique pour les porteurs de lunettes, c'est la différence de vos oreilles. Et à chaque fois, vous demandez à votre opticien de régler vos lunettes, alors qu'en fait, il les règle sur votre déformation. Les lunettes, quand elles sont fabriquées, elles ne sont pas tordues. Hein. Donc quand vous les achetez, vous les mettez, ça fait comme ça. Vous dites, elles ne sont pas bien, vos lunettes. Alors lui, il ne dit pas ce que vous savez maintenant, et il vous dit, je vais les corriger. Et donc, il vous corrige la symétrie des lunettes pour les rendre asymétriques. Ce qui fait qu'après, vous êtes bien pour vous voir. N'oubliez pas, rectifie ces lunettes, n'oubliez pas, vous voyez quand on fait même les publicités à la télévision, on ne met pas de lunettes, en fait on met du verre, mais qui ne sont pas du verre, donc on n'a pas la déformation interne. C'est pour ça que les porteurs de lunettes, quand vous enlevez vos lunettes, votre entourage ne vous reconnaît pas bien, parce qu'il est habitué à l'autre regard, et pas à celui que vous avez de la déformation de votre correction. Donc ça c'est pareil, je laisse... Alors là c'est assez intéressant pour vous rendre compte de l'innovation de l'époque. Léonard de Vinci est le premier à dessiner de la turbulence. Alors maintenant, on fait ça de façon très simple, là pour même Dominique qui est très technique. En fait, maintenant on met des eaux colorées et on fait ça avec des vitesses de caméra rapides qui nous permettent de voir exactement les... Mais maintenant, ça, imaginez que ça, c'est dessiné en le voyant. Bon, déjà, il faut être quand même assez tordu pour dessiner de l'eau. Juste de l'eau. En rotation avec un effet de turbulence. Mais c'est assez intéressant parce que Léonard de Vinci avait une phobie de l'eau. Et en fait, cela lui a peut-être même aidé à voir des turbulences que d'habitude, on ne les voit pas. On ne fait pas très attention. Alors que lui, en fait, il faisait très attention à ça. Si vous avez quelqu'un qui a le vertige, vous le mettez à 3 mètres, il commence à voir des trucs bizarres. Bon. Alors, pour vous donner un exemple, pour l'eau, vous vous rappelez, on ne connaît pas encore les forces de Coriolis. Récemment, j'étais en Australie, donc la première chose que j'ai fait en arrivant en Australie, c'est, voilà, c'est l'eau dans la salle de bain. Donc effectivement, ça tourne de l'autre côté. Alors, c'est vrai que si on ne vous le dit pas, c'est difficile à le voir. Pour être sûr, pour changer d'hémisphère et se rendre compte que l'eau tourne de façon différente, c'est assez intéressant aussi de se rendre compte que, maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous pensez des fleuves? C'est le troisième exercice, je vous le laisse pour plus tard. Hein? Les problèmes des rotations sur les effets de bord. Et là, vous pouvez le voir aussi. Et là, on a une première codification. Regardez, il ne fait pas juste du dessin, donc il prend une section carrée, il fait des turbulences à partir de la section carrée. Et là, il fait un effet de vague qui va lui ramener à des problèmes qu'on appellerait maintenant d'hydrodynamique, donc les effets de queue. Je vous rappelle quand même qu'il est mort en 1519. Et donc, les effets de queue, c'est très simple. Imaginez par exemple les voitures. Vous demandez à un enfant de faire une voiture, vous savez comment elle est, comme ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle une ligne brisée. C'est très difficile de penser au derrière d'une voiture de façon aérodynamique. Et c'est pour ça que les voitures, maintenant vous allez le voir, elles commencent à ressembler de plus en plus, parce que l'effet aérodynamique, le problème du coût des voitures, eh bien justement, on a le coefficient de pénétration qui va très déformer la voiture et se rendre compte qu'on va avoir des ressemblances alors que les voitures avant étaient tout à fait caractéristiques avec des détails qui étaient complètement maintenant devenus obsolètes. Regardez ici un détail, donc c'est sur le même dessin et c'est la résolution d'un problème très important pour l'époque.
trop important des fois, c'est comment placer une cloche dans un clocher. Alors vous allez dire c'est trivial. Pour ceux qui pensent que c'est trivial, rappelez-vous de la masse de la cloche. Et vous avez un petit problème, c'est que soit vous la faites monter au fur et à mesure que vous construisez, ce qui est vachement agréable pour les constructeurs, vous imaginez, soit vous la montez après, une fois que c'est stabilisé, parce que vous voulez être sûr quand même que ça tient. Si vous la montez après, eh bien, vous ne pouvez plus passer par le centre. Donc si vous passez maintenant par l'extérieur, vous avez un petit problème, c'est que c'est tellement lourd et ça va être tellement haut, avec l'angle, et vous risquez de mettre en danger. Et en fait, c'est les premières idées d'ascenseur. C'est-à-dire que l'idée, pour faire monter une cloche, eh bien, il faut faire descendre un poids. Et en faisant ça de façon symétrique, ça nous permet d'avoir l'axe de symétrie du clocher et de ne pas le perturber. Alors, cette automobile n'est pas une automobile au sens de automobile, mais ne vous inquiétez pas, pas même les automobiles ne sont automobiles, hein, parce qu'elles n'ont pas le auto, contrairement à ce qu'on pense. Alors en fait, c'est monté sur ressort, et là, l'idée, c'est de transformer des rayons de courbure en éléments de longueur. Donc en fait, on a des ressorts de tension qui vont nous permettre de faire des rotations. Donc c'est quand même vraiment très impressionnant. Pourquoi? Parce que d'habitude, les ressorts de tension vont être utilisés par exemple pour un arbalète, hein, vont être utilisés pour des catapultes. Pour vous donner un exemple, Léonard de Vinci a amélioré une catapulte d'Archimède. Elle est plus performante 9 fois. Et en se basant sur quoi? Sur ce que nous, on appellerait maintenant une spirale logarithmique. C'est-à-dire que quand ça va partir, l'élément qui va partir n'est pas du tout linéaire et va permettre d'avoir un impact de pénétration bien plus grand. Je vous rappelle que si vous arrivez à taper dans quelque chose de façon précise, ça ne tient pas. Donc en fait, toutes les forteresses, si vous avez une catapulte qui est très précise et qui tape toujours au même endroit, et pas n'importe où, eh bien elle aura un problème. C'est pour ça qu'après, Vauban va utiliser des forteresses avec des angles pour créer ce principe. Donc là, un autre élément très impressionnant, la notion de chaîne. Donc une chaîne, c'est vraiment la combinaison de choses complètement opposées. Une chaîne de vélo, par exemple, on veut qu'elle soit légère, on veut qu'elle soit costaud, et on veut qu'elle soit globalement, si vous voulez, robuste. Alors à l'époque de Léonard de Vinci, tout le travail se fait avec des chaînes en bois. Et le problème avec le bois, c'est les frottements. Alors les frottements, on les voit pour les moulins à eau, on les voit globalement pour les chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une durée de vie très faible, et il faut penser à l'avance à la forme que doit avoir l'objet pour être usé plus lentement. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément des formes simples qui résolvent le problème, on le sait maintenant avec d'autres calculs. Voilà, alors là vous voyez deux vis d'Archimède l'une après l'autre. Donc vous avez une roue à aubes, vous avez une vis d'Archimède qui monte sur un premier château d'eau et la deuxième qui monte sur le deuxième. Donc là évidemment c'est simplement l'utilisation de la vis d'Archimède, donc dans toute sa splendeur avec un effet de grandeur important. Les effets de soufflet. Les soufflets sont connus, ils vont être utilisés, donc c'est pareil pour faire une grande décroissance. Et les innovations qui vont être faites dans Léonard de Vinci, on ne va pas les voir sur les soufflets, mais on va les voir sur la machine volante. Donc là, vous les voyez de nouveau, avec des effets de calcul. Là, c'est le clocher, la résolution du clocher. Vous voyez le poids, la cloche, le poids de l'autre côté, et comment on l'applique. Alors, là, quelque chose d'assez intéressant, plutôt pour les gens qui font de la mécanique, un mouvement de rotation qui devient un mouvement pendulaire, avec un mouvement, finalement, qui va être d'aller-retour. Donc, vous imaginez que vous devez construire un objet, où, en fait, vous le tournez, mais ça provoque chez l'autre objet ça, et chez l'autre objet ça. Eh bien, la combinaison sur tous ces objets en même temps, c'est un peu plus délicat. Et pour vous rendre compte quand même, Léonard de Vinci est l'inventeur de la fabrication d'un bonnet automatique.
Vous allez me dire, c'est pas très impressionnant. Eh bien, essayez de vous souvenir de quand ça date la révolution des canuts et le métier à tisser, jacquard, et regardez la différence des dates, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de colossal ici entre les deux. Là, je vous montre les chaînes avec des éléments de théorie des nœuds, évidemment. Le problème des engrenages, c'est une grande complexité, d'ailleurs on le voit souvent, d'ailleurs même dans des fois des tests de type d'intelligence, on vous met plusieurs engrenages et on doit trouver dans quel sens ils doivent tourner. Mais en fait, on est souvent assez gentil parce que c'est des engrenages à 2 dimensions. Ils sont à plat, je veux dire. D'accord? Eh bien, avec Léonard de Vinci, il faut vous rendre compte que tous les travaux d'ingénieurs qui ont été faits par la suite pour recomposer ces dessins en 3D, ça demande quand même de grosses nécessités d'abstraction dans un espace à 3 dimensions. Là, qu'est-ce que vous voyez en fait? Eh bien, c'est la copie d'une vis. Alors, il n'a pas seulement fait l'équivalence de ce qu'on appelle la vis d'Archimède, mais il s'est intéressé au problème, c'est comment copier une vis. Et il s'est rendu compte que quand on copie une vis, elle est copiée à l'envers. Donc en fait, il faut la copier 2 fois. Donc on ne le voit pas bien, mais si vous allez voir un serrurier, vous comprendrez qu'en fait, on fait la même chose. La partie, il y a une partie en métal qui, elle, c'est celle qui va suivre la partie bois et tailler dans l'autre bois pour avoir en fait l'équivalent. Donc ça, c'est pour vous montrer des exemples d'innovation produite par des personnes intelligentes, et la combinaison des deux, évidemment, provoque un phénomène de retard. Alors quel est le problème de retard? Le problème de retard, c'est qu'après, il faut que la société arrive au même niveau. C'est-à-dire que même si on l'a fait comprendre, même si on l'a résolu, eh bien, on n'arrive pas à le concevoir. Léonard de Vinci disait que pour une intelligence extrême, la difficulté n'est pas de résoudre un problème, mais de convaincre la société qu'elle l'a résolu. Cette difficulté est bien plus grande. Pourquoi? Parce que l'inertie mentale de la société est bien plus importante que la difficulté du problème. Vous voyez? Alors, donc il a fait ce type de résolution. Par exemple, on lui avait demandé comment faire l'attaque d'une coque de navire. Eh bien, il a trouvé ce qu'on appelle l'effet de tire-bouchon. Il a trouvé ce qu'on appelle une sorte de scaphandre qui va dans l'eau, et il avait même prévu les crampons du monsieur pour se mettre sur la paroi et faire des rotations de tire-bouchon pour trouver la paroi. Si vous réfléchissez ça sur le plan stratégique, vous allez vous rendre compte que c'est une solution de très faible coût, quasiment introuvable, parce que vous imaginez par exemple les matelots en train de regarder sans arrêt s'il y a quelqu'un qui est sous l'eau. Et vous imaginez, c'est un truc naturel, quoi. Bon. Ensuite, vous arrivez sur la coque, vous avez simplement vos crampons, vous faites un trou, et donc il avait prévu justement quel est l'oxygène que vous dépensez, enfin l'air, il disait pas l'oxygène, pour faire ça, parce que ça demande de l'université. Et donc en fait, vous avez un tire-bouchon avec un grand moment, donc une grande barre, et vous tournez avec un tout petit trou. Donc ça, c'est suffisant pour faire des problèmes. L'avantage aussi, c'est que ce qu'on appelle une solution à retard. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites le trou, vous vous barrez, mais ça ne coule pas encore. Ce n'est pas une bonne idée si le bateau coule au moment où vous êtes en train de faire le trou, ou quand vous avez juste fini, parce que vous savez très bien que quand les bateaux coulent, vous avez des effets qui vous absorbent. Il a aussi résolu le problème de l'entrée du port de Venise, donc qui n'a pas été utilisé par les Vénitiens. Il voulait se défendre contre les Ottomans, on lui demandait de trouver une solution efficace. Il a trouvé la notion de chaîne. Alors la chaîne, c'est très simple. Vous mettez aux 2 extrémités du port une chaîne. La chaîne n'est pas visible par le bateau. Quand le bateau arrive sur la chaîne, il est complètement à l'arrêt. C'est une super cible. Parce qu'un bateau, c'est très bien si ça bouge. Si ça ne bouge pas, ça s'appelle un tombeau. Okay. Alors un tombeau en plein milieu du port avec tous les canons de l'autre côté, vous imaginez comment il est à l'aise. Eh bien ils ne l'ont pas fait. Pourtant, ça a été utilisé. Donc maintenant, vous pouvez voir des ports. Et après, on s'est rendu compte que ce qui était très important, c'est vraiment les 2 bords. Dans ce cadre-là, puisque je parle de chaîne, pensez bien aux travaux qui ont été faits justement sur la notion de chaînette, laquelle est omniprésente dans notre vie, à laquelle nous ne donnons pas d'importance. Or, si vous essayez de mettre sur 2 pylônes un câble sans prévoir la longueur de la chaînette, parce qu'en fait c'est un cosinus hyperbolique, eh bien vous allez vous rendre compte que ça sera trop tendu.
et donc ça va s'arracher. Donc en fait, quand vous voyez les pylônes, vous voyez cette courbe-là, d'accord? Bien. Cette courbe-là n'est pas une parabole, n'est pas un cercle, n'est pas une ellipse, n'est pas une hyperbole, mais une chaînette. Donc c'est exactement la même courbe pour tous ceux qui portent des chaînes. Si vous tenez votre chaîne comme ça, vous avez toujours cette famille de courbes qui est donc le cosinus hyperbolique sur lequel a travaillé Euler. J'essaie de vous montrer quelque chose maintenant, si j'y arrive, ou s'ils ne l'ont pas placé. On est dans les temps, on est hors temps, il va nous prendre l'ordinateur. Non, parce qu'il y a quelque chose avec l'ordinateur, donc je ne sais pas moi. Personne ne répond, je continue. Alors, c'est pour vous donner un exemple concret, entre guillemets, simple. Pour l'instant, je vous ai montré des trucs anciens. Voilà. Si je vous montre ça, vous allez dire, voilà, bah, c'est un sac avec du sable. On est d'accord? Bien. Vous pourrez d'ailleurs le tripoter après, pour vous convaincre. Si je fais ça, ça paraît d'être encore ce genre-là. Donc la granulométrie est un peu différente par rapport au sable, mais ça ressemble énormément. Maintenant, si maintenant je vous dis ça c'est un produit innovant, c'est difficile quand même, hein? Voilà. Alors, en essayant de voir les choses dans l'ordre. Alors, pour pas que quelqu'un s'inquiète, je vais mettre ça plus loin. Alors, je vais faire juste ça. Alors, normalement, là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, là, en fait, ce qu'on a, ce n'est pas une pierre quelconque, c'est une pierre qui est de la zéolite. Donc, en fait, c'est de la clinoptilolite, c'est une catégorie. Donc, je vais essayer de vous montrer en même temps ce que c'est. Alors, normalement, si on voulait faire l'expérience de la conférence, vous devriez comprendre en la voyant. Parce que vous avez un esprit de synthèse. Avec de l'intelligence et de l'innovation. Donc, si quelqu'un vous dit c'est un produit innovant, vous dites oui, bien sûr, on va l'utiliser dans quoi? Vous voyez? Alors que là, vous êtes en train de vous dire plutôt, qu'est-ce que c'est ça encore? Et vous allez voir que certains, même à la fin de la conférence, continueront à le dire. Alors, qui c'est qui a découvert la clinoptilolite? Eh bien, c'est un géologue qui s'appelle Cronstedt en 1756. Et ça a l'air d'être une pierre normale. Alors, vous allez voir à quel point elle est normale. Elle est normale. Donc, il a remarqué la chose suivante, qui est quand même vraiment surprenante. C'est il a remarqué que si cette pierre, on la chauffe, eh bien, elle donne l'impression d'être en effervescence. Voilà. Alors vous allez me dire, ceux qui ont fait un peu de chimie, vous allez me dire c'est facile, c'est comme quand on met de l'acide sur du calcaire, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir. En fait, cette pierre, comme vous la voyez, elle est remplie d'eau. Voilà. Donc, elle a des tailles d'ouverture de 8 à 12 angstroms. Angstrom, c'est 10 puissance moins 10. Donc évidemment, ça ne se voit pas. On a l'impression que la pierre est compacte. On n'a pas l'impression que c'est une pierre poreuse. En fait, elle a une porosité extrêmement faible. Et ça va lui donner cette capacité donc d'être hydrophile. Donc on a mis, alors là, on va faire une compression, hein, on a mis 150 ans pour comprendre que c'était innovant. Par exemple, il faut que vous sachiez que tous les gens qui utilisent des engrais, ce qu'on appelle à retardement, utilisent de la zéolite. Pourquoi? Parce qu'elle a une grande différence entre la capacité d'absorption et de rejet de l'eau. Donc elle absorbe très vite, elle redonne très lentement. Donc juste cet effet, c'est très important quand on veut faire des engrais à retardement. On a mis 150 ans pour trouver 3 autres propriétés, à savoir qu'elle permet en fait de stocker les métaux lourds, les toxines et les radicaux libres. Donc, si vous la voyez comme ça, c'est très difficile. Donc là, par exemple, elle a commencé à absorber l'eau. Elle a complètement absorbé l'eau. Je suis moi-même impressionné. Je pensais qu'il en resterait un peu pour vous montrer qu'il y avait de l'eau. Enfin, vous vous rappelez qu'il y avait de l'eau quand même au départ. J'en ai encore s'il faut.
Bon, alors elle va absorber l'eau, et cet avantage-là, ça va faire quoi? Eh bien, en fait, maintenant je vais vous faire, on arrive maintenant en 2011. En 2011, la zéolite, officiellement, donc, dans une revue de recherche, Science, eh bien, fait partie des 10 plus grandes innovations au monde. Donc, on a commencé en 1756. On a mis 150 ans pour trouver 3 propriétés, pas 50. Alors qu'en fait, on voit juste une pierre. Ensuite, on a fait des zéolites. On en a fabriqué 150. On en a même fabriqué de façon donc artificielle dans l'espace pour avoir les plus grands cristaux. La zéolite a énormément d'applications, et même vous, là, que vous entendez peut-être même pour la première fois le mot zéolite, eh bien, vous allez, d'ailleurs, vous ferez le test chez vous, quand vous retournerez chez vous et vous mettrez zéolite sur Internet, vous comprendrez combien de millions d'entrées de retard vous êtes, au niveau mondial. D'accord? Et l'idée, c'est quoi? Cette capacité à repérer un objet. En fait, il l'a appelé zéolite parce que zéo, ça veut dire chauffer, et lite, c'est la tête, c'est la pierre. Donc en fait, c'est comme si c'était la pierre qui chauffe. En réalité, combien d'entre vous ont pensé à faire chauffer une pierre pour voir si elle est effervescente? Si vous dites non, vous avez encore 300 années de retard. Vous voyez? Donc, maintenant, si vous voulez faire l'essai, vous pouvez en piquer un peu ici, vous le mettez dans le four micro-ondes et vous le verrez. Mais mettez un papier absorbant pour voir la différence au niveau de l'humidité. L'idée maintenant, si je vous dis que une des applications intéressantes de la zéolite, parce que je ne vais pas faire quelque chose sur la zéolite, je vais juste vous montrer des choses. Alors, ça c'est quand même, voilà, ça c'est les codes des zéolites artificielles. Donc, chaque fois que vous cliquez, si vous allez sur Internet, ou la Société Européenne de Zéolite, vous cliquez sur un de ces codes, il va vous montrer la cristallographie de la zéolite. C'est pour vous montrer quand même. Voilà, ça c'est une zéolite synthétique, la ZSM5. Alors elle est fabriquée artificiellement. Donc la zéolite, il y a de l'aluminium et du silicium, c'est des éléments de base. Et quand c'est de la clinoptilolite, on a des éléments spécifiques comme le sodium, le calcium. Mais regardez maintenant ce qui se passe. En fait, l'idée est la suivante. Si vous mettez que de la silice, vous avez du sable. Le sable, eh bien, c'est imperméable, sans intérêt. Maintenant, à la place de mettre que du silicium, de temps en temps, vous mettez de l'aluminium. Ça déforme la structure, ça crée une sorte de pavage tridimensionnel avec des trous. Ces trous, en fait, vont servir de filtre. Donc, application. Donc, vous voyez sur le bord, à votre gauche, vous avez des paraffines qui sont des alcanes. Ils vont passer à travers de la zéolite qui est de la phogacite ici. Et quand ils vont passer, ils vont se retrouver dans un pH acide et ils vont changer et devenir des alcanes aromatiques. Donc, tenez-vous bien, la zéolite ne fait absolument rien. Elle va servir en fait de façon catalytique, mais elle n'intervient pas dans la différence d'opération. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ce que vous faites tous les jours quand vous prenez de l'essence. L'essence qui est à gauche, c'est l'essence pas chère. L'essence qui est à droite, c'est l'essence chère. C'est celle en fait qui a un plus grand indice en octane. Ça, c'est pour vous montrer que ça démarre à partir de ça. J'essaie de vous montrer cet exemple pour vous dire la chose suivante. C'est très difficile de faire de l'innovation sans penser qu'on innove dès le début. En réalité, les grandes innovations ne ressemblent pas à des innovations au début. Elles ressemblent simplement à des observations. Voilà. Donc en fait, pour vous rendre compte, de 1756 pour passer à 2014, via 2010, comme je vous ai dit, là c'est la première fois, ça c'est une équipe de Français, hein, qui ont même pas essayé, ils ont trouvé à quel endroit sur ces éléments, vous regardez la géométrie, ça devrait vous faire penser à des trucs qu'on a dit tout au début, hein. Et maintenant on sait exactement sur quel élément de surface, si c'est un angle, si c'est sur une surface carrée, si c'est sur une surface hexagonale, qu'on peut obtenir ce genre de choses. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il a fallu observer. Il a fallu observer. Et le problème avec la zéolite, c'est qu'il faut être fort en géologie.
il faut être fort en agriculture, il faut être fort en chimie, il faut être fort en maths, il faut être fort en physique. Et je continue comme ça, parce que les applications, je vais vous donner un exemple d'application très très belle et très simple. Vous voulez liquéfier du gaz naturel. Ça a l'air simple. Vous vous dites, c'est bon, je le mets au frigo, je le mets à moins 162 degrés et il va être liquide. Le problème, c'est que le gaz naturel a toujours des traces d'eau. Donc quand vous le liquéfiez comme ça, vous provoquez des glaçons qui vont être tellement durs qu'ils vont provoquer des problèmes même pour des parois métalliques. L'idée est la suivante, la zéolite est très hydrophile, on passe tout le gaz naturel à travers des filtres de zéolite, ils absorbent toute l'eau et on fait quelque chose qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on dessèche le gaz pour le rendre liquide. Si vous l'entendez comme ça, vous dites qu'ils font n'importe quoi les gens, d'accord? Eh bien c'est pourtant ça, parce que si vous ne le déshydratez pas, vous n'arrivez pas à le liquéfier. Évidemment, nous, dans notre tête, liquide, c'est associé à l'eau. Au contraire, là, justement, il faut déshydrater. C'est toujours la blague, c'est ce qu'on dit l'eau sec ou l'eau sèche. Vous voyez, en fait, on fait référence à la grammaire et on ne dit pas le... Mais là, par exemple, il faut vous rendre compte que pour le liquéfier, c'est du gaz sec. Et ça, on le fait avec la zéolite. Donc, tous les tankers que vous pouvez voir des bateaux en LNG, ils sont remplis avec du gaz qui a été traité de cette façon, par ça. Et, en fait, on sait même le récupérer. Et là, ce qui est assez intéressant. Vous la voyez, ces deux plantes-là? Alors, ces deux plantes, grâce à André et à Simon, ces graines ont été plantées en même temps, il y a 20 jours. Ce pot, il a de la zéolite, celui-là n'en a pas. Vous allez me dire, bon, d'accord, mais bon, comment être sûr? C'est simple, hein, vous faites la même chose. Mais pour vous montrer un équivalent plus rapide, vous imaginez la même expérience, celle-là. Ah, c'est une version ancienne, j'ai pas ça, d'accord. Bien, là c'est pareil en fait. Là, ça c'était des concombres et vous regardez juste le rhizome. Donc là vous avez... C'est simple, hein, pourtant. Vous allez voir à quel point c'est simple. Je vais avoir un meilleur rendement de la terre, c'est très simple. J'enlève de la terre, je mets de la pierre. Qui peut croire à ça? Eh bien, en fait, dans la tradition, en Thrace, on savait que quand un champ il avait des pierres de zéolite, c'était mieux de ne pas les enlever. Mais on ne savait pas que c'était de la zéolite. Bon. Ensuite, maintenant, on s'est rendu compte, là, je vous montre donc de la zéolite, on met 5% de zéolite, regardez les racines. Là, maintenant, on met 10%, 15%, 20%. Et là, c'est les concombres que vous mangez. Donc, regardez à quel point maintenant c'est quand même quelque chose d'innovant dans le sens cérébral. Normalement, on veut avoir des objets à manger. Donc, on regarde les fruits. Pour avoir des objets à manger, il faut que la plante soit bien. Pour que la plante soit bien, il faut que la terre soit bien. Or, en fait, la zéolite ne s'occupe que de la terre et pas de la plante. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle absorbe tous les métaux lourds, les toxines et les radicaux libres. Elle nettoie la terre. La terre, elle a un meilleur rendement. On n'a pas besoin de mettre autant d'engrais, 70% de réduction. On n'a pas besoin de mettre autant d'eau, parce que comme elle est hydrophile, elle absorbe ou elle dessorbe à volonté. Et on a un meilleur rendement, alors que c'est complètement bizarre, puisqu'en fait, on a enlevé 20% de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, comme vous pouvez le voir sur cette expérience, et je termine ici, sur ça, parce que je vois que l'ordinateur va partir bientôt, c'est ça? Vous pouvez voir l'expérience très simple. À gauche, vous regardez l'objet qui est vraiment horrible au sens toxique. On le met sur l'élément de surface que vous voyez en cylindre, on le met en rotation, on met de la zéolite et on obtient l'eau que vous avez à droite. Tu veux l'ordinateur? Je sais, je l'ai dit. Vous pouvez le prendre. Voilà. Donc, moi je continuerai sans ordinateur, il n'y a pas de problème. Simplement, c'était pour vous montrer que quand je vous montre un cercle, voilà. Non, c'est bon, on est déjà content d'en avoir eu un. Vous en voulez un autre? Non, on va se servir juste du disque bleu maintenant.
Alors, la difficulté est la suivante. Si on vous montre un cercle et on vous dit que dans ce cercle se cache un élément fondamental pour l'ensemble des mathématiques, le nombre pi. Alors vous dites oui, bien sûr, on sait, Archimède, etc. C'est simplement parce qu'on vous l'a dit. Si on vous dit maintenant tous les éléments qu'on a montrés avec Léonard de Vinci, vous allez dire de nouveau, bah, c'est normal de commencer par l'anatomie, de regarder la musculature et de faire les éléments. Si on vous montre maintenant de la zéolite, vous dites oui, bah peut-être alors. Alors, vous vérifierez quand même chez vous qu'en fait, vous avez de la zéolite dans votre lessive. Parce qu'évidemment, comme elle a cette propriété, eh bien, vous avez des lessives qui ont 5 à 30% de zéolite. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? Souvent, on essaie de faire de l'innovation. Et là, maintenant, je parle un peu plus aux gens de ça. Des fois, on essaie de dire qu'on va faire quelque chose d'intelligent. Et c'est très con. Parce que la chose qui est vraiment intelligente, on ne commence pas par l'intelligence. Elle devient. Elle n'est pas dès le départ. Un cube n'est pas intelligent en soi. Un cube quoi. Le type il dit, essaie de me faire un objet intelligent. Voilà. Donc moi j'ai suivi des genres de questions. Dites-moi un mot intelligent. Un mot. Vous avez le droit qu'à un mot. C'est une physique quand même. Il vous en faut au moins 2 pour faire une combinaison de mots. Pour dire, tiens, j'ai jamais entendu. Sinon, ça s'appelle le dictionnaire. Bon. Alors, des fois, on essaie donc de faire des choses de façon simpliste. On se dit, on va faire quelque chose d'intelligent. Et en fait, souvent, c'est nul. Et on arrive, là, je pense souvent aux plus jeunes, on arrive finalement à les dégoûter de quelque chose, alors qu'en fait, il suffirait de leur dire, il faut que ça soit intelligent à la fin, pas au début. C'est pas la peine. Donc, un cube en soi n'est pas intelligent. Maintenant, si vous faites une représentation du cube, et vous le mettez avec un squelette, et vous faites de la perspective, et vous mettez sur les solides platéniciens, et vous allez arriver aux solides archimédiens, c'est différent. Mais au départ, on a commencé à partir d'un cube. Si vous voulez trouver, par exemple, le processus de dualité, c'est-à-dire que vous inversez les faces avec l'objet, d'accord? Vous prenez le centre des faces et vous reprenez. Vous prenez un tétraèdre, vous prenez le centre des faces et vous les reliez. Vous allez de nouveau obtenir un tétraèdre. En fait, on va dire qu'il est autodual. Ça, évidemment, ça ne se voit pas tout de suite. Mais c'est assez intéressant cette propriété. Pourquoi? Parce que si le tétraèdre est autodual, et si les 4 autres ne sont pas, les 4 autres, ne sont pas, évidemment, ça veut dire qu'on va avoir une dualité. Et bien là, vous allez pouvoir montrer quoi? Si vous prenez un cube, et vous prenez le centre des faces, quand vous allez le dessiner et le relier, vous aurez un octaèdre. Si vous faites la même chose avec un dodécaèdre, vous allez obtenir l'icosaèdre. Là, d'un seul coup, à partir de cette petite remarque, vous arrivez à construire des objets du même monde à partir de l'autre objet. Ce qui fait que ça vous donne un processus de création. Alors qu'au départ, c'est simplement la dualité. La dualité, ça va être trivial. Mais la dualité appliquée à un tel objet, maintenant, si je vous disais la dualité dans l'espace des solides archimédiens, là, c'est déjà plus compliqué pour voir combien qui s'envoie sur l'autre. Mais là, vous allez avoir de nouveau les problèmes de reconnaissance de forme et de face. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Les processus de synthèse sont les plus compliqués. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est ça. Et si vous avez un objet et un autre objet, ça peut être très important de regarder l'intelligence de la relation et pas l'intelligence de l'objet. Je vais vous donner un exemple. Je vais décider. Je ne bouge pas trop parce que je suis quand même pas mal câblé. Ça me rappelle un peu le terminal. Alors, je vais faire un objet et je vais vous demander ce que c'est. Vous voyez, je fais le contraire du Petit Prince. Bon. Alors, je fais un objet comme ça a l'air d'être ça. Maintenant, si je fais un objet comme ça et je fais ici un objet comme ça. C'est pas extraordinaire, vous allez me dire, on est d'accord. Maintenant, je vais faire un objet qui va passer à l'intérieur de celui-là. Vous voyez comme ça. Et là, il va passer comme ça. C'est bon, vous le voyez à peu près?
Si c'est moche, ce n'est pas important, c'est de la topologie. Je refais. Donc je refais cela là, on voit mieux je pense. Et celui-là il rentre à l'intérieur, il ressort, il rentre là, et il ressort, il fait la même chose de ce côté. Vous voyez ça? Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Laurent, c'est